Bonjour tout le monde et merci d'avoir été plus ponctuel que moi. J'ai eu quelques petits arrangements à faire de dernière minute. Le son a l'air nickel d'après ce qu'ils me disent. Willy, est-ce qu'on t'entend? Bienvenue à toi et bonjour. Bonjour Folio, comment vas-tu? Ça va au top, je te remercie mille fois d'être là. Ah, super, ça arrive en masse. Formidable, j'ai l'impression. Voilà, tout le monde a validé le son. Vous imaginez que c'est pas facile à faire ce genre de live sur YouTube avec tous les paramètres, donc je suis très content que ça fonctionne et que vous nous entendiez à merveille. Donc je vais démarrer, puisqu'on est déjà plus d'une centaine, donc c'est magnifique. C'est parfait. Donc merci Willy encore une nouvelle fois d'être avec moi, d'être présent pour ce live. Je sais que tu as été très occupé ces derniers temps. Tu as fait beaucoup de réunions sur les réseaux et en physique aussi. Donc bon, je sais que tu as l'habitude d'être par Mont et par Vaux, mais c'est sûr que ça doit être fatigant. Merci d'être là pour mes membres et pour mes followers. J'espère qu'ils seront nombreux et qu'ils nous poseront plein de questions. Je voulais juste faire un tout petit préambule avant de démarrer, puisque c'est la première fois moi que je me prête à ce genre d'exercice. J'ai déjà fait des lives, bien entendu, mais pas forcément avec toi dans ces circonstances. Et la première réaction que j'avais eue, c'était des gens qui m'ont dit « Tiens, tu fais de la politique ». Alors, pour moi, clairement, ça n'en est pas brut de décoffrage. Ce que j'entends, c'est que pour être chasseur aujourd'hui, il faut être militant. Et pour continuer à l'être demain, je pense que tu me contrediras pas sur ce point, Willy. Et d'être militant, ça passe par la défense de nos intérêts devant toutes les instances. Je l'ai fait personnellement pendant 15 ans à la Fédération des Vosges. Tu l'as fait, bien entendu, à ta fédé, à la Fédération régionale et à la Fédération nationale. Aujourd'hui, on le sait, tu te lances pour mener ce combat aussi au niveau du Parlement européen. Dieu sait qu'il y a d'importants combats là-bas à mener. Donc bien entendu, c'est pour ça qu'on est là et c'est ce dont on va t'aborder. Et c'est certain voilà, qu'on va avoir besoin de gens qui connaissent le terroir, qui connaissent la chasse, la pêche, voilà, et qui nous défendent là-haut. Donc évidemment, on est là pour écouter les questions de tout le monde et y répondre sans chichi comme tu le fais à chaque fois. On va bientôt, bien sûr, parler de l'Alliance rurale, puisque c'est avec ce parti que tu t'engages, aux côtés de Jean Lassalle notamment. Et voilà, on peut commencer peut-être par là, Willy, si tu veux démarrer, le temps que les questions arrivent, par comment l'idée de ce parti est née, quels besoins. Voilà, je te laisse démarrer là-dessus. Merci. Il y a déjà 2-3 années que je vois que les choses deviennent de plus en plus compliquées. Tant qu'on était sur un sujet politique, je dirais franco-française, bon, je me suis toujours à peu près débrouillé de tout, même s'il y a des fois eu des moments un peu plus complexes. Mais qui dit politique, qui dit des hommes et des femmes pour discuter en face de toi, et ça c'est toujours quelque chose de réalisable. Et puis les choses ont commencé à se compliquer. Alors certes, c'est pas d'aujourd'hui, mais on a un monde associatif anti-chasse qui s'est doté de moyens assez impressionnants et qui s'est mis de façon extrêmement méthodique à attaquer tout ce qui venait des textes européens. Alors, il faut savoir quand même que le contexte a changé. Je prends l'exemple des chasses traditionnelles. On a vu le changement arriver au Conseil d'État, où ce qui a été vrai peut-être pendant, 30 jugements, on a toujours gagné avec la même chose. Et ben, la 31e fois, tu perds avec la même chose. Parce qu'il y a un état d'esprit qui a changé, il y a des lois qui ont été légèrement modifiées, un petit bout par-ci, un petit bout par-là, un adaptement de directive. On commence à parler de sélectivité, de bien-traitance animale sur des sujets où on n'avait jamais évoqué ça. Je pense par exemple, là encore, aux chasses traditionnelles. Et on voit bien maintenant que tu peux parler comme tu veux au monde politique, tu peux obtenir les arrêtés que tu veux par les ministres. Le problème, c'est que, juridiquement parlant, tu perds. Donc, il y a un moment, j'ai dit, bon, il n'y a pas 50 solutions. Soit on fait confiance aux gens qui sont là-bas. J'ai essayé tout ce que j'ai pu pour les alerter, discuter, tout ça. Je me suis rendu compte qu'on était vraiment avec des gens un peu hors sol, il faut le dire, qui ont pas vraiment de compte à rendre. L'Europe, c'est loin des yeux, loin du cœur. On connaît pas nos députés européens, on sait pas ce qu'ils font. Les textes qui passent là-bas, on les apprend quand on est ici à la maison, mais on n'est jamais prévenu de rien. Et je me suis très vite rendu compte de l'importance qu'il y avait effectivement à un moment à avoir des gens là-bas. Alors,
On en discutera en quelle proportion, pour y faire quoi, tout ça, on y reviendra ensemble, j'imagine. Mais pour une première chose importante, c'était déjà au moins d'être sur place et de voir effectivement comment se fait-il communiquer. D'ailleurs, bon, pour expliquer pourquoi il se passe autant de choses et on sait aussi peu de choses. Et au final, on apprend, voilà, parce qu'il y a des gens là-bas qui n'ont aucun compte à rendre à personne. On s'intéresse jamais à eux, on pose jamais une question. Et je serais tenté de dire malheureusement, ça se justifie encore plus ces dernières semaines où on voit que les attaques sont multiples à nouveau et qu'avec ces légères modifications de texte qui ont été faites par les députés européens régulièrement, eh ben on a aujourd'hui des jurisprudences qui tombent contre nous. Et honnêtement, j'ai jamais été inquiet pour la chasse française comme je le suis aujourd'hui. C'est pas une attaque, c'est tous les domaines, que ce soit les espèces, les modes de chasse, l'espace chassable. Tout est attaqué de façon extrêmement méticuleuse depuis quelques années. Et maintenant, comme ils ont obtenu plusieurs fois gain de cause, bon, bah là, ça déchaîne les foules, on va dire, et tout y passe. Et tout est attaqué, soit au départemental, au régional et au national. Donc, il fallait réagir. Oui, donc ça, c'était bien entendu la priorité. C'est évidemment parce que la chasse est en danger. On en a parlé quand on s'est croisé au salon Sud Tradition. On avait échangé là-dessus. Il y a des problématiques sur les espèces, sur les espaces, sur le bien-être animal. Je vois d'ailleurs qu'il y a une première question là-dessus qui dit, alors moi je suis un petit peu au courant parce qu'on en a déjà discuté, mais c'est vrai que c'est grave. Il y a Chasse Passion qui nous dit, je voulais savoir car j'ai entendu dire qu'apparemment la sarcelle allait devenir donc interdite à la chasse. Donc je sais qu'on en a discuté un petit peu, mais vas-y pour Oui, expliquer. oui. Alors ça aussi, on n'était pas habitué à voir ce genre de choses. Maintenant, on a une commission européenne qui saisit directement, on va dire, par des mises en demeure l'État français, donc le ministère de la Transition écologique, avec une longue liste à l'après-vert où quasiment toutes les espèces migratrices sont dessus, sauf celles qui peuvent éventuellement faire des dégâts au niveau européen, ou alors celles qui n'ont pas d'intérêt pour eux. Je prends pour les canards, hormis le colvert qui n'est pas dessus, le reste est parfaitement bien nommé. Et les deux sarcelles, bien évidemment, que ce soit hiver ou été, font partie d'une demande très très stricte là-dessus, où on va devoir amener des données très précises pour expliquer que l'espèce est dans une dynamique constante de reproduction, qu'il n'y a pas d'effondrement notoire, que la chasse n'est pas liée à quelques problématiques qu'il peut y avoir au niveau des zones de reproduction, d'hivernage, de nidification, tout ça. On a toute une série de choses qui nous est demandée. Honnêtement, je me doute bien que ça va pas être facile de sortir indemne de tout ça, encore une fois. Bon, maintenant, comment se fait-il que la Commission européenne se sente suffisamment puissante maintenant pour mépriser même quelque part le Parlement européen? Et tout, comme il n'y a personne qui dit quelque chose, donc tout se passe très bien de ce côté-là. Comment ils arrivent à nous saisir effectivement sur des sujets comme ça et demander des comptes à la France? On voit bien tout ce qui est en train de se passer. On voit bien cette détestation aujourd'hui de la technocratie ou de la bureaucratie européenne, où c'est devenu effectivement, je suis désolé, un panier de crabes à la sauce verte qu'on n'arrive plus à contrer. Il y a trop de choses qui nous ont demandé, il y a trop de textes qui arrivent régulièrement et qui leur permettent de s'appuyer là-dessus. Donc oui, pour faire un peu plus court, oui, les deux sarcelles sont nommées précisément et je peux vous dire que la bataille va être sévère. Ouais, donc c'est un vrai sujet et en fait, T'entends plus. dis-moi pardon. Tu m'entends plus, Willy? Alors bouge pas. Alors il va falloir que je me. Alors Willy va revenir, bougez pas. Moi aussi, en fait, on a un petit souci technique parce que quelqu'un m'a appelé et ça m'a fait sortir. Alors bougez pas. Tu me entends, Willy? Tu m'entends, Willy? Parfaitement bien. Voilà, je suis Je suis revenu. Donc désolé.
En fait, on s'entendait plus, les gens continuaient à te voir et à t'entendre, mais nous, on s'entendait plus parce que j'ai reçu un appel d'un ami en commun. Mais ça m'a fait sortir, je me suis mis en mode avion, normalement ça devrait aller mieux. Pardon, du coup, on était en train de se dire, oui, que effectivement, il y avait beaucoup de choses qui étaient en passe d'arriver. Et on en a discuté aussi ensemble, ça personnellement. Il y a des difficultés qui sont liées aussi au fait qu'on n'est pas au courant. Nous, évidemment, mais même toi, souvent, en tant que président de la FNC, des fois, tu n'es même pas au courant de ce qui s'y dit, de ce qui s'y passe, de ce qui s'y négocie, ce qui nous rend encore plus faibles, entre guillemets, à combattre. Évidemment, une fois que les décisions sont prises, c'est beaucoup plus compliqué. Une fois que les lois sont passées, qu'elles arrivent en France et qu'elles doivent être appliquées effectivement en France parce qu'elles sont supranationales, on imagine tous bien que c'est extrêmement complexe de se battre. Il n'y a plus rien à faire. Il n'y a plus rien à faire. Alors, essayer de trouver des morceaux de texte un petit peu alambiqués pour contourner un peu les choses. Je pense au plomb, par exemple. On essaie de trouver, en accord avec le ministère, avec un ministre, une solution pour dire de pas tous devoir abandonner le plomb du jour au lendemain, mais c'est extrêmement compliqué, avec toutes les faiblesses qui vont avec, et de nouvelles attaques qui arrivent systématiquement. De toute façon, je vois bien, pour vous donner un peu l'état d'esprit général des gens qui sont en face de nous, on est attaqué. Vous avez vu, on a fait un accord, par exemple, pour le grand gibier. Bon, ça n'a rien à voir avec l'Europe, hein, où on a une boîte à outils, où le but était de trouver des solutions dans cette boîte à outils pour permettre aux gens de mieux réduire les problématiques locales de dégâts. Eh ben, on est attaqué sur cette boîte à outils de tous les côtés. Alors que quelque part, on n'est pas sur une espèce sensible, on n'est pas sur une problématique qui pourrait être liée à l'idéologie, au dogmatisme écolo. On est là pour trouver des solutions avec le monde agricole. Ben, même ça, ils ont tout attaqué. Là, ces dernières semaines, nous sommes au Conseil d'État sur ces textes-là. Donc, c'est pour bien dire que voilà, aujourd'hui, c'est simplement, on ne veut attaquer toute la chasse au niveau européen, au niveau français, sans arrêt, sans arrêt. Mais dites-vous bien aussi, bien sûr, ce n'est pas la seule motivation. Ça, c'est une motivation importante parce que la chasse, c'est le centre de ce que je fais depuis des années et de toutes mes passions. Mais il y a aussi cette vie rurale qui est la mienne, mes passions, mes traditions, mon identité culturelle, qui est des fois bien plus large, évidemment, que la simple chasse. Et même dans tous ces domaines-là, moi, je me rends compte que les choses deviennent de plus en plus complexes et que tout ce que je fais ou tout ce que je vis aujourd'hui est quasiment remis en cause. La façon dont je m'habille, dans ce que je mange, dans quoi je roule, où je vais en vacances. Voilà, on est sur une attaque perpétuelle de tout ce qui fait nos modes de vie, notre façon de vivre tous les jours. Et ça m'inquiète parce que moi, je peux entendre qu'il y ait des problématiques, je peux entendre qu'il faille améliorer certaines situations, tout peut se débattre, mais ce que je veux, c'est choisir. Et aujourd'hui, je choisis plus ma vie. Et qu'est-ce que ce sera pour nos enfants et nos petits-enfants? Je peux dire, ils auront plus aucune marge de manœuvre pour choisir leur vie. Ça veut dire qu'on peut me dire, en tel ou tel produit, c'est dangereux, d'accord, ok, où il y a éventuellement un risque, on va le dire comme ça, ok, après je suis un grand garçon, je veux choisir. C'est comme ça qu'on en arrive, vous l'avez vu il y a une dizaine de jours, à ce que l'Europe brutalement se mette à interdire sur un vote quasiment unanime le cornet de frites et la boîte à pizza. Super, on fait quoi avec nos pizzas et nos cornets avec nos frites maintenant? C'est tout un problème, il n'y a pas de solution au rattrapage parce qu'il y aurait peut-être des particules cancérigènes qui pourraient se dégager de cette paraffine qu'on met sur la boîte. Et moi, je m'en fous. Je le sais, après c'est à moi de choisir. Parce que s'il y a que des trucs parfaits, mais mes amis, qu'est-ce qu'on va s'ennuyer dans nos vies? Mais on va se faire chier à 100 sous de l'heure. Évidemment qu'il y a des choses qui peuvent être dangereuses. Parce que là, on roule plus dans une voiture parce que c'est dangereux, on ne prend plus l'avion parce que c'est dangereux, on mange rien parce que tout est dangereux. Je veux pas de cette vie-là. Je veux pouvoir choisir. On n'est pas des moutons, on n'est pas une bande de débiles, en France ni en Europe. Arrêtez de vouloir effectivement arranger nos vies comme vous en avez envie. Ça, c'est inacceptable. Je peux plus l'accepter. Donc, dans la chasse et dans le reste. Pardon. Et c'est l'Europe de l'interdiction, quoi. En ce moment, c'est vrai que donc, le fait d'y être, déjà, vous permettrait de savoir ce qui s'y dit. C'est important parce que c'est toujours, on le disait au début, très compliqué de filtrer, d'avoir ces informations-là. De se bagarrer pour que les choses qui vont à l'encontre de la ruralité, de nos valeurs, de notre art de vivre, soient littéralement menacées. Et ça permettrait en plus, évidemment, de renforcer ta position en France
j'imagine, à bien des égards, parce que forcément, si on est, c'est aussi une forme de sondage, ces élections qui arrivent. Si les chasseurs se font entendre, c'est aussi une manière de montrer qu'on est là, qu'on est nombreux, que nos familles soutiennent, qu'il y a beaucoup de chasseurs qui sont sensibles. Évidemment, il y a plein de questions d'ordre général de la vie de tous les jours, etc. Mais pour beaucoup de chasseurs, ça on le sait, et je pense que mes followers sont tous d'accord là-dessus, c'est que c'est une passion qui est tellement forte, une passion de passion, qui devient un art de vivre et pour lequel on se sentirait vraiment menacé. Évidemment que moi j'ai des convictions personnelles aussi qui me donneraient envie de défendre, mais quand la principale sur lequel reposent tous mes piliers de vie est vraiment menacée, moi je pense que là c'est sûr qu'il y a surtout au niveau de l'Europe, encore une fois, après il y a d'autres élections qui auront lieu en France pour débattre de ça et défendre les idéaux pour la politique française. Mais il y a là vraiment des enjeux en Europe qui sont fondamentaux là-dessus. Est-ce que toi, tu as l'impression que les chasseurs, je m'attends un petit peu à ta réponse, est-ce que tu as l'impression que les chasseurs mesurent les risques, ce qui nous pend au nez, entre guillemets? Est-ce que tu les sens prêts à mobiliser autour d'eux sur l'importance de ces élections début juin et voilà, et la nécessité d'envoyer du monde là-bas? Après, on pourra parler aussi du processus d'élection parce qu'il y avait des choses, moi je ne savais pas, je me suis renseigné un petit peu. C'est vrai que je ne suis pas sûr que tout le monde le sait. Souvent, les élections européennes, il y a quand même des taux, des fois importants de gens qui vont pas voter. J'ai le terme qui m'échappe. Mais d'abstention, voilà. Mais voilà, est-ce que toi, tu as l'impression que les chasseurs réalisent ce qui est en train de se passer et l'importance de ces élections, l'importance de soutenir leur art de vivre dans ces élections? Il y a quand même une motivation dans le monde de la chasse, je ne peux pas la nier. Il y a des gens qui le font, oui. Je pense qu'une majorité d'entre eux n'ont pas conscience ou peut-être ont dépassé ce stade en disant bon, enfin, après tout, on s'en fout, on verra bien. Moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il y a une forme de résignation. Je vois des gens qui disent bah ouais, non, bah c'est foutu, bah, de toute façon c'est foutu, ouais, non, c'est pas la peine. Les gars, moi je peux pas, j'ai jamais fonctionné comme ça. Si tout était foutu avant que je commence, ben j'aurais pas fait le centième, millième de ce que j'ai fait dans ma vie. J'ai fait des tas de choses pour la chasse et dans d'autres domaines personnels, professionnels. J'ai toujours été un battant, un combattant, et ça a toujours été difficile. Et ne pas livrer le combat de cette élection européenne, c'est sûr que là, on va perdre effectivement en race campagne. Et là, il n'y a pas de problème. Si on livre pas le combat, on est sûr de perdre. Donc, j'aimerais qu'il y ait une plus grande motivation, c'est vrai, au niveau des chasseurs. Mais que dire des autres, Felio? Que tu te rends compte que les pêcheurs, on a beaucoup de mal à leur expliquer, alors que c'est aussi violent que pour nous, et ça le sera, mais à une vitesse terrible, que ce soit l'équitation, que ce soit le vélo, que ce soit même la marche dans la nature. Enfin, ouvrez les yeux, quoi. On est en train de donner, sous une forme de bienveillance d'ailleurs de nos médias. Quand je vois que le parti animaliste, vous savez, moi j'ai réussi à faire 3 minutes à BFM hier, jour d'Ascension. Quand je vois que le parti animaliste est reçu 25 minutes en grande pompe alors qu'on m'a jamais accordé la moindre possibilité d'aller voir Pascal Praud ou un truc comme ça en dit long quand même sur l'état d'esprit des médias et ô combien la droite française devient de plus en plus amoureuse, je dirais, de l'animalisme, de l'écologie punitive, qui est contraire d'ailleurs à tout ce qu'on pourrait imaginer et surtout contraire à ce que beaucoup de gens pensent. Et moi, je leur demande de se pencher un tout petit peu sur les textes et de regarder ce qui se passe. Voilà, donc il y a beaucoup de gens dans le monde, effectivement, qui est le nôtre, qui sont extrêmement menacés, que ce soit, je vous le dis, des chasseurs, des pêcheurs, des cavaliers, des aficionados de corrida ou courses hollandaises ou camarguaises. Enfin, la liste est très longue. C'est pour ça qu'on regroupe un peu tous ces gens-là sur cette liste. Et que moi, je pense qu'on est un tournant. Et si on loupe le coche, je suis vraiment inquiet de ce qui va se passer derrière. Ouais, je comprends. On en a. Alors, c'est vrai que moi, je connais un petit peu moins les problématiques de la pêche, mais j'avais déjà vu passer des choses. Alors, c'est vrai que les animalistes, je pense, eux, ils surfent sur un espèce de. Bah, les gens, je pense, s'intéressent de moins en moins à la politique ou la comprennent de moins en moins. Et du coup, ils ont l'impression de se donner bonne conscience. Au lieu de voter pour un camp, ils votent pour les animaux. Sauf que ils se rendent pas compte à quel point c'est liberticide à bien des égards, que c'est en train de tuer notre France et nos traditions. On en parlait la dernière fois. C'est vrai que la pêche, ils sont en train de le voir avec les menaces sur l'interdiction des vifs et l'utilisation même des vers de terre, parce que c'est des animaux vivants.
Et la dernière fois, tu m'as parlé que c'était dans les couloirs d'aller encore plus loin que simplement la pêche, que c'était vis-à-vis de la consommation. Tu peux nous en parler? Ben oui, il y a une question qui a été posée il y a une dizaine de jours, là, importante au Parlement européen. Alors, nous, on regarde toujours un petit peu, puis on a quand même un petit service de surveillance qui s'appelle la FAS au niveau de Bruxelles. Et il y avait un débat important en cours sur une question qui avait été posée, où il y a une députée écologiste qui a demandé effectivement de mettre en application la bientraitance animale au niveau du fait, enfin, sur le fait de manger un être vivant. Alors, de dire qui c'est qui mange un être vivant? Eh ben, une huître, c'est un être vivant. Une palourde, c'est un être vivant. C'est un mollusque bivalve, mais tout à fait vivant, oui, tu as raison. Voilà. Donc, et eux disent, voilà, on ne peut plus consommer, on doit évoluer. Manger un coquillage vivant, c'est inacceptable dans une société moderne comme la nôtre, qui respecte le vivant, tout ça. Et vous verrez, c'est des lois qui vont tomber. On mangera plus. On mangera plus. Si on laisse faire, ça va aller dans dans ces détails-là, quoi. Un jour, on bouffera plus d'huîtres, les gars. C'est fini. Parce que c'est vivant. Et s'il faut l'étourdir avant de trouver la coquille, d'abord, il faut trouver la tête. Ça peut être facile. Avec une perceuse ou j'en sais rien. Bon. Enfin, vous imaginez ce que ça peut donner, hein. Donc, et quand je regarde maintenant avec attention, depuis quelque temps, tout ce qui se passe là-bas, mais vraiment, ça fait froid dans le dos. Ça fait vraiment froid dans le dos. Je te crois. D'ailleurs, pour terminer sur les animaux de compagnie, hein, les mêmes gens qui votent pour le parti animaliste n'ont pas compris. Bon, d'abord, le parti animaliste a dit, voilà, ils annoncent que c'est la fin de la chasse partout, en France, en Europe, dans le monde entier. On ne tue plus les animaux et on met des solutions de substitution pour ne plus jamais tuer un être vivant. Alors, ils parlent bien sûr de les empêcher de se reproduire, en leur filant la pilule, enfin, il y a tas de choses qui sont expliquées, hein, mais voilà. Mais c'est aussi et avant tout, si vous aimez les animaux de compagnie, regardez bien, par exemple, la loi sur la bientraitance animale qui va arriver, qui va probablement être une directive et qui devrait entrer dans l'hémicycle. Bon, heureusement pas maintenant, mais en septembre. Eh ben, vous verrez, vous n'aurez plus, mes amis, un chien ou un chat ou un canari. Ce sera un luxe très particulier qui sera réservé à une forme d'élite, de gens qui auront subi un examen psychiatrique pour savoir s'ils peuvent le faire, avec des conditions de détention et de vie d'un animal. On vous en demandera pas un dixième pour vos propres enfants. Quand on voit le texte qui est là-dedans, prenez quelques instants pour regarder cette directive de rétention animale. Et vous verrez les mètres carrés obligatoires, les températures, l'hygrométrie, la lumière la nuit pour les animaux pour pas qu'ils aient peur. Enfin, voilà, on est en plein délire. Voilà, moi je respecte le vivant, j'ai des animaux chez moi, bien évidemment, c'est vrai. Et on ne dira jamais le contraire, j'en tue à la chasse, voire même j'ai plaisir à les manger avec mes amis et ma famille. Et pourtant, je sais si je les respecte. Un animal doit rester un animal. Voilà, un homme, c'est un être humain, c'est un être humain. Et là, on est en train de basculer dans une espèce de délire psychiatrique où on en fera bientôt plus pour les animaux que pour les êtres humains. C'est pas possible, ça. Ça peut pas continuer comme ça. Oui, c'est sûr. Je vois, il y a Romain Hernandez, enfin c'est Rome, je pense que c'est Romain Hernandez qui nous pose plusieurs questions. La première, elle est les leviers de lutte localement face à la montée de l'écologie extrémiste. Bah, je veux dire, c'est justement à mon avis ce dont on est en train de débattre, c'est justement d'envoyer du monde à l'Europe, à mon avis. La question est toute trouvée. Mais il y a une autre question de ce même Romain Hernandez qui est intéressant. Certains pays voisins s'affranchissent de certaines directives européennes. Pourquoi la France n'en fait pas de même concernant certaines pratiques traditionnelles qui font notre exception culturelle? Elle est bien posée, elle est très juste, cette question. Alors, en fin de compte, je vais dire, les dérogations aux directives sont des choses qui doivent se négocier en amont. Prenez par exemple directive ou règlement, hein. Prenez par exemple la loi agricole, la PAC, pour prendre un exemple. Eh ben, vous voyez, il y a des pays qui ont négocié différemment que nous. Je prends l'exemple de la Pologne, par exemple, qui n'a pas de TVA sur les produits agricoles à l'import et à l'export. Ça, c'est une négo polonaise par rapport au cadre général. Nous, le problème en plus, c'est qu'en France, d'abord, comme nos députés s'en foutent et sont jamais présents, on laisse à peu près tout passer. Et en plus, pour ceux qui sont là, on veut être les meilleurs élèves de la classe dans tout ce que propose l'Europe. Voire même des fois, on voit même plus loin que l'Europe en disant non, il faut qu'on aille beaucoup plus loin. L'Europe, tout est formidable, hein, on y va à fond, on déroule. Donc, une dérogation, et puis,
une dérogation correspond quand même à un cadre, à un article dérogatoire. Donc, évidemment, il y a peut-être des pays aussi qui sont là en amont et qui posent quelques possibilités de déroger. Ce que nous, on fait pas. D'abord, on sait même pas ce qui se dit, on sait même pas ce qui se fait. Quand on le sait, il est trop tard. Et puis, vous avez des fois des gens qui dérogent, effectivement. Alors, la dérogation reste quand même minimaliste, hein, vous avez bien compris. Le plus grand la grande majorité des textes ne permettent pas de dérogation. Mais je ne dis pas le contraire, qu'il y a après des dérogations qui sont permises, qui correspondent à un cadre précis, mais qui des fois s'appliquent pas à la France. On parle par exemple des oies sauvages. Les oies cendrées, oui, on peut déroger si on a des dégâts, d'accord. Nous, on n'a aucun dégât. Elles passent. Elles ne font quasiment pas de dégâts chez nous. Donc la dérogation, bah oui, mais là, nous, on peut pas l'utiliser. Donc, dans l'ensemble, les dérogations sont rarement faites pour nous, hein, vous l'avez remarqué. Mais là aussi, ça fait partie de l'absence de gens là-bas qui se battent, parce que ça, c'est des combats diplomatiques, c'est des combats dans les couloirs du Parlement européen. T'as un groupe, t'es présent, tu te bats, t'as une influence, t'es pas là, tout le monde s'en fout. Qui va aller penser à discuter un bout de dérogation pour les oies, en rajoutant dedans que si un pays effectivement a des dégâts, bah, que tout le couloir migratoire peut éventuellement déroger pour lui et permettre de réduire une population d'oies à condition qu'elles vont vers son pays. Je vous la fais courte, par exemple. Eh ben, on aurait pu tout à fait mettre ça dedans. Voilà, ça n'a pas été fait. Même en 2009, ça n'a pas été fait quand on a revu la directive oiseaux. On a repris cet article 7 à la con comme il est dans l'État. C'est tout. On est reparti. Donc, de toute façon, pour déroger, il faut être présent. Oui, ça Il faut être c'est présent, ça c'est clair. ça c'est sûr. Et du coup, pour rappeler un petit peu comment ça fonctionne, après tu m'arrêtes si je me trompe, je suis pas sûr d'être le meilleur là-dedans. Mais en grosso modo, je crois qu'il y a 81 à peu près, hein, c'est ça, 81 postes pour la France. Ouais, député. Donc voilà, 2 députés au Parlement européen. Et en fait, pour y avoir des membres, pour y avoir des députés, il faut à tout prix que le parti atteigne 5%. C'est pas la proportionnelle. Si tu fais 2%, tu as Non, un poste ou un poste et demi. Il faut atteindre les 5%. il C'est faut ça. atteindre les 5%. Donc les 5%, c'est bien entendu ton objectif. Ah ben évidemment, il y en a qu'un, c'est celui-là. Voilà. Après, Si si c'était pour être député, mon objectif c'est 5%. Si c'était pour être député européen, c'était pas un problème. Il suffisait que je me place sur n'importe quelle liste. Il y a beaucoup de gens qui étaient ravis, qui m'ont demandé, qui auraient été ravis que je les suive. Je l'ai pas fait. J'ai choisi un chemin beaucoup plus complexe, celui de suivre mon ami Jean Lassalle et d'être des hommes libres dans ce combat qu'on veut mener. Je voulais pas me retrouver avec un parti politique. On me dit non, mais ça c'est la doctrine du parti. T'es obligé de voter ci, t'es obligé de voter là. Ça, je voulais pas ça. Je voulais être libre totalement de mes paroles et de mes actions. Et pour ça, il fallait le faire comme je l'ai fait là, c'est-à-dire de façon totalement indépendante et totalement libre de pression politique. Donc 5% donne 5 députés en arrondissant. Hein. C'est 4 jusqu'à 5,5. À 5 piles, c'est 4. Et à 5,1, c'est 5. Il dit bien que sur une échelle de 100%, on va dire, vous avez 81 sièges. Donc il faut plus d'1% après pour faire un siège au-dessus. Mais vous avez toute une série de listes qui n'atteignent pas 5%, dont les pourcentages se perdent, tout simplement. Donc ça dépend effectivement quelle est la quote-part et quel est le volume. Par exemple, si 19% pile était perdu, ça voudrait dire dans ce cas-là que chaque député au-dessus de 5% serait élu à 0,81% et vous auriez un siège qui tombe. Vous comprenez ce que je veux dire, hein? Donc voilà, donc grosso modo, pour faire simple, en dessous de 5, t'as rien, à 5, t'en as 5, et après, gros, à peu près, chaque pourcentage de plus, tu prends un député. Et ce serait sûr. Donc atteindre les 5, c'est prioritaire, bien entendu. Après, c'est ce qu'on souhaite, bien évidemment. Et ensuite, il y a un objectif qui est peut-être sous-jacent ou qui est peut-être simplement personnel, quoique non, mais c'est quand même de battre les animalistes dans tous les cas aussi. D'une part, c'est quand même notre combat au quotidien, et On d'autre n'arrive part, pas à c'est battre aussi les pour les animalistes. museler là-bas. Si les animalistes font plus que nous, les ruraux, bon, mais les gars, moi, mon combat, c'est de battre les écologistes, même pas les animalistes. Bon, je pense que au niveau sondage actuellement, c'est du grand n'importe quoi. J'ai vu l'article dans le Figaro, là, magistral, là, qui est sorti ce matin. Je sais plus la journaliste qui dit qu'elle était présente, que personne n'a vu. Elle parle de cette réunion qu'on a fait dans le Calvados où il y avait 1000 personnes. Une ambiance de feu, un moment extraordinaire, des gens formidables. Elle dit qu'elle a vu 100 personnes à tête grise, que tout le monde s'en foutait, qu'il n'y avait pas un chien.
euh, on ne devait pas être dans la même réunion. Donc là, on est vraiment sur des gens qui font des papiers vraiment à charge volontairement, et bien évidemment des sondages où on n'est pas sondé. On n'est pas sondé, personne nous sonde, on le voit bien. Des gens comme nous, on ne fait pas partie des tablettes où on appelle pour savoir ce qu'on pense au niveau des élections. Je ne sais pas où est fait le sondage, je sais pas. Je crois en plus d'ailleurs qu'on nous propose même pas, on ne nous sonde pas. C'est-à-dire qu'on donne les principaux, et puis voilà, les 7-8 premières listes, et puis le reste on oublie, quoi. On se casse pas la tête avec ça. Donc je pense qu'avant tout, on n'est pas sondé. Bon, donc, je m'inquiète pas trop là-dessus, mais il faudrait quand même. Moi, je pense qu'on va faire un vrai score parce que le moment est très grave. Voilà, je ne suis pas candidat, je le redis simplement pour être élu député européen, mais parce que vraiment ça va mal. Donc, je pense qu'il y aura une prise de conscience croissante jusqu'à ces élections. Je pense qu'on fera un score plus qu'honorable, qui passera les 5%. Je le sens. On peut pas avoir des salles comme on a tous les soirs pour donner à 0,5%. C'est ridicule. Et que les mêmes partis politiques qui sont donnés à 10, à 15 ou j'en sais rien, ils sont 50 Pékin dans une salle, ils ont un mal de chien à avoir quelqu'un qui vient les voir. Ça va pas. C'est pas cohérent. Donc on fera un score. Je vous le dis, moi mon but c'est évidemment de passer les 5%. Et c'est surtout de faire mieux que les écolos qui sont donnés à 6, 6,5, 5,5. Bon, là, je pense qu'on peut boire une petite bouteille, hein. Oui, mais je veux dire, c'est quand même un beau combat à mener. Ah ben, Je sais c'est un que message extraordinaire à envoyer, faut ouais. l'imaginer. Je sais que tu t'y investis énormément toi-même et que pour toi, ces élections, c'est aussi comme je disais tout à l'heure, il y a un sondage au niveau français, c'est un petit peu notre image qui va ressortir. Est-ce qu'on est costaud? Est-ce qu'on est toujours aussi investi, etc. C'est ça aussi qui va être transmis par les votes. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment, évidemment, se mobiliser. Et ensuite, je sais, parce qu'on l'a entendu plusieurs fois. Bon, je dirais pas ce que j'en pense personnellement, mais j'ai Hello Renzo qui en parle aussi là et qui a entendu également que tu quitterais tes mandats à la fédération si jamais tu faisais moins de 5%. Alors Oui. c'est quelque chose moi qui m'affecte encore plus et qui motive évidemment d'autant plus pour m'impliquer et faire résonner tes arguments qui sont imparables. Mais voilà, là la question c'est pourquoi et la réponse m'intéresse aussi. Ben, bon, d'abord 5%, vu l'abstention annoncée, ça va se jouer entre 900, 950 000 au maximum. Moins que le nombre de chasseurs qui valident tous les ans. Associé à un garçon comme Jean Lassalle et plein de gens du monde rural qui sont là, d'horizons divers et variés, mais qui à eux seuls sont un prisme aussi de personnes, en plus, on va dire en théorie. Bon, moins qu'ils soient tous aficionados, chasseurs, pêcheurs, agriculteurs, et j'en passais des bergers, j'en passais des meilleurs. Bon, bref. Donc, voilà, c'est pas quelque chose d'inatteignable. Par contre, si on ne l'atteint pas, ça veut dire quand même que là où j'ai toujours pesé dans un débat national, mes amis, il ne faut pas se leurrer. J'ai perdu ma crédibilité. J'ai perdu. Je n'ai pas atteint 5%. Il n'y a pas d'élu. Comment voulez-vous rester à la tête de la chasse française dans ces conditions? Moi, je pense que pour l'avenir de la structure, il faut surtout laisser sa place. Il faut surtout laisser sa place. Et puis, alors, rester quand tu as perdu, tout en sachant que comment je vais me battre, avec quelles armes politiques, et je vais pouvoir peser dans le discours, que ce soit en France, dans le débat, que ce soit en France ou à l'Europe. Alors oui, parce que je suis pas un politique. Moi, j'ai pas envie j'y vais pas pour faire une carrière, j'ai pas envie d'y aller 5 fois avant d'être élu, hein. J'en ai strictement rien à foutre de ça, je le redis. C'est pas ça que je veux. Je veux gagner pour la cause. Parce que si on passe 5%, ça a un message à l'Europe qui est fort, avec ce qu'on essaiera d'y faire là-bas. Il y a un message aussi franco-français qui est très clair. Voilà. Il y a des ruraux aujourd'hui qui se révoltent. Attention. Il faut prendre ça en compte. Vous allez devoir trouver des solutions pour améliorer la vie de ces gens-là. Si tu n'as pas réussi à faire passer ce message, mais il n'y a pas d'autre solution. Toute personne normalement constituée qui a un peu d'honneur, hein, et qui est soucieux de la structure qu'il défend depuis des années, ben, il y a une seule solution honnête et juste, c'est s'en aller. Voilà. Bon, oui, moi j'aurai d'autres occasions de te convaincre de l'inverse si jamais ça va arriver là. J'espère qu'on n'arrivera pas là. Non, mais je voulais simplement dire, je comprendrais si, par exemple, dans le. Mais ça, c'est mon avis perso, je suis là pour plus écouter les autres. Mais en vrai,
tu perds une élection à la présidence de la fédération nationale, que tu veuilles pas rester dans le conseil d'administration de la fédération nationale, c'est quelque chose que j'entendrais. Mais là, c'est un combat d'une autre ampleur qui est tout à ton honneur et à ton mérite. Si c'est quand même une autre ambition, ça reprend plein d'autres enjeux qui ne sont pas simplement ceux de la chasse. Bon, bref, écoute, j'espère que d'autres raisons de plus pour qu'on se bagarre, pour que ça fasse les 5%. Et justement, j'avais une question parfaite en ce sens-là, qui était quelqu'un qui demandait, alors il faut que je la retrouve parce qu'il y en a eu quand même un paquet, je les lis à chaque fois, tout le monde, je vous préviens, mais il y en a qui sont pas toujours tout à fait en rapport. Et quelqu'un m'a demandé comment, voilà, c'était Clément Barbeau, je l'ai retrouvé, où peut-on trouver des documents du parti Alliance Rurale pour faire un peu de militantisme, parce que c'est vrai que ça va reposer aussi là-dessus, Oui. et que les gens soient au courant des enjeux, comme, c'est le but aussi d'un live comme celui-ci, mais ouais, où trouver voilà, des documents pour convaincre les autres, convaincre nos familles, convaincre nos amis que c'est quelque chose d'important. Bien sûr, alors Alliance Rurale a un site et sur Facebook, TikTok, Insta, tout ce que vous voulez, partout. Donc vous tapotez, vous allez voir, et puis là vous allez laisser guider si vous voulez intégrer voilà, le militantisme, effectivement, qui est le nôtre, il n'y a aucun problème, vous êtes les bienvenus. Il faut que de toute façon, il faut qu'on soit du monde. Bon, on a déjà beaucoup de gens, des milliers de personnes qui sont inscrites sur ce site, avec qui on travaille tous les jours, avec qui on discute, avec qui on envoie des choses. Voilà, des gens qui veulent aider, qui veulent recevoir des tracts, qui veulent mettre ça sur un marché ou donner ça dans le village ou dans la ville du coin. Ouais, il y a une belle prise de conscience, il y a une belle réponse dynamique. Voilà, des gens qui sont bénévoles, passionnés et qui prennent conscience chaque jour qui passe du danger de ces élections et de ce qu'elles peuvent représenter. Donc pas de problème, Alliance Rurale. Allez là-dessus et vous allez trouver toutes les réponses à vos questions pour devenir de vrais militants de la cause, comme on dit. J'ai beaucoup de réponses et de réactions qui vont dans le sens de ce que je dis et qu'il faudrait que, dans ce que je disais, pardon, et qu'il fallait que tu restes. Il faut pas partir. On compte sur vous pour être le porte-parole de préserver nos traditions, Monsieur Schran. J'ai beaucoup de messages comme ça. Et moi, je me permets une petite blague parce qu'elle m'est venue. Il n'y aura pas de discussion là-dessus. C'est tout, c'est comme ça. Je suis un garçon très entier. Voilà. J'accepte celui qui gagne tout, celui qui perd tout, et il n'y aura même pas à revenir là-dessus. Voilà. Et tous ceux qui me téléphonent tous les 2 jours pour me dire c'est une connerie, c'est moi, je suis comme ça. Voilà. Tout ce que j'ai fait pour la cause de la chasse. Vous savez que je suis un bénévole, j'ai jamais rien demandé, j'ai pas de salaire, j'ai rien, je ne veux rien. Je le fais par passion, pour vous défendre. Mais je vous envoie un message. Ce jour-là, il faut aller voter. Les gens n'y vont pas. Tant pis. Mais ce sera sans moi la suite. Et c'est décidé, archi décidé. Je vais faire ma blague, je vais la faire quand même. C'est du militantisme. Non, je plaisante, mais c'est en vrai, tu sais que tu incarnes quand même beaucoup de gens dans le monde de la chasse, que les gens se sentent vraiment représentés. Ils ont besoin de toi, justement, à tous ceux-là et tous ceux qui envoient des messages en ce moment. On fait tout pour Willy, je le vois avec l'émoticône du muscle. Eh ben oui, c'est vrai, c'est sûr que c'est là où il faut agir. Il reste un peu moins d'un mois maintenant. Donc, pour toi, les prochaines étapes, c'est quoi, Willy là? Je m'en vais dimanche matin. Là, j'ai une petite coupure. Je m'en vais dimanche matin. Je serai à Toulouse dimanche soir. Lundi, mardi en Île-de-France, mercredi, jeudi, vendredi en Occitanie, samedi en PACA. J'essaierai de rentrer, passer la journée de dimanche chez moi pour repartir de plus belle par la Bourgogne-Franche-Comté. Non, en Aura, effectivement, pardon, en Aura. Il y aura l'Allier, il y aura la Savoie-Lizère. Puis j'ai pas tout en tête, mais bon, vous voyez, planning full. Voilà, le 24 mai, ça je le sais, c'est chez moi dans le Pas-de-Calais. Le 31, le Nord, le Nord. De 2 ou 3 jours de Bourgogne-Franche-Comté, j'irai dans l'Eure. Bon, j'irai en Corse. Je dois aller aussi dans les Alpes-de-Provence. Je peux pas répondre à toutes les demandes. Ouais, je peux pas répondre à toutes les demandes. C'est tellement qu'il y a de gens qui veulent que je fasse, mais c'est pas possible. Et j'ai quelqu'un qui réagit, c'est Olivier qui me demande par rapport au fait que
Comment vas-tu faire pour informer le million de chasseurs qui ont validé le permis et les 4 millions de détenteurs de permis de chasser qui ne sont pas forcément très bien reliés aux canaux de diffusion des fédérations dans un laps de temps aussi court pour que l'électrochoc électoral du fait que tu arrêterais tes autres missions liées à la chasse, pour que ça aussi ça donne cet électrochoc aux gens et qu'ils aient, comme moi d'ailleurs quand je l'ai appris, l'envie de se Ouais, mais mobiliser à un niveau au-dessus, quoi. je pense pas hein, que ce soit du tout de cette façon-là qu'il faut s'y prendre. Soit les gens comprennent que l'heure est grave pour beaucoup de choses et une grande partie de leur vie, qui pourront jamais transmettre comme c'est parti à leurs enfants ou leurs petits-enfants ce qu'ils ont reçu de leurs parents ou de leurs grands-parents. Si les gens ne le comprennent pas de par eux-mêmes, la menace d'un départ du Willy Schrein, il faut surtout pas utiliser comme ça. J'ai une manière de répondre à cette question parce que je ne mens jamais et que ça pose des fois des problèmes, hein, à plein d'endroits et à plein de monde. On m'a dit, voilà, si vous ne faites pas 5%, est-ce que vous partez? J'ai répondu oui, il y a quelques semaines de ça. Il m'a dit, comment ça, oui? Ben, j'ai dit, oui, je vais pas mentir. Moi, vous me posez une question, j'y réponds. Je m'en vais s'il n'y a pas 5%. Donc, c'est venu ça. Mais ça peut pas être un argument de motivation. Voilà. Les Oui. gens doivent bien comprendre que c'est pas moi l'important dans tout ça. On s'en fout du Lichran. Il y a eu un avant, il y a un après. L'important, c'est notre identité culturelle dans ses grandes largeurs, dont la chasse fait partie. Si on comprend pas que c'est ça qu'on va perdre, ben, cette élection, elle est perdue. Donc, le meilleur moyen de discussion, eh ben, on a cette chance extraordinaire. Nous sommes un réseau, hein, de passionnés dans le monde de la chasse et dans les autres réseaux ruraux où maintenant c'est à chacun d'aller expliquer à ses voisins, à ses copains, à la famille ce qui se passe et ce qu'il faut faire. Il y a personne qui a le réseau que nous avons. Donc, à nous, à chacun d'aller porter la bonne parole. Vous êtes président d'une petite ACA, d'une société de chasse, d'une chasse privée. Eh ben, vous envoyez un petit mail, un petit message, effectivement, à vos adhérents, à vos copains, à vos actionnaires, à vos collègues de chasse, à toutes sortes de choses. Et puis, on leur demande, allez, les gars, allez tous chercher 5 personnes. De toute façon, on irait tous convaincre 5 personnes. On irait tous convaincre 5 personnes. On ferait 25%, je vous rappelle quand même, hein. Donc, si on était un peu motivé. Donc, on est loin d'être inexistant dans cette élection. C'est pour ça que n'ayez pas peur. Si 5% je les fais pas, c'est parce que tout est perdu déjà chez nous. C'est que l'état d'esprit est déjà à la résignation et déjà, je vais pas voter, j'en ai rien à faire. Donc, ça veut dire que c'est déjà foutu. Et pourtant, 5%, c'est pas grand chose. Non, C'est non. pas grand chose. Et par rapport, je rebondis sur un. Au début, je voulais pas spécialement parler des autres camps, mais j'ai eu quand même pas mal de questions. Bon, la première, je sais qu'il y a déjà souvent répondu, mais on pourra peut-être y revenir. Enfin, je l'ai eu d'ailleurs quand j'ai posté le fait qu'on faisait ce live tous les deux. C'est quelqu'un qui a dit, moi, Macron, non merci. Alors j'étais sidéré de voir ça comme réponse, parce que je me souviens, et en plus j'étais là. J'étais là le jour où tu avais dit ça, que tu voterais, toi, Macron. C'était un moment où on avait des enjeux, où tu pensais que c'était là où on avait le plus de chances de faire valoir nos intérêts chasse, à ce moment-là, si je me trompe pas. Et c'est vrai que ça a été beaucoup utilisé dans ce sens-là. Aujourd'hui, j'entends parler que dans la liste, c'est Renaissance, si je dis pas de bêtises, euh, qui aurait Bérangère Canfin, Rabat et Canfin et Bérangère Rabat. ouais, Canfin qui est qui le nous ont président de pas la donné beaucoup. Ouais. Qu'enfin président de la commission environnement à l'Europe. Vous voyez le degré d'emmerdement que ce garçon produit pour nous tous les jours, dans tous nos domaines ruraux. Bon, Bérangère Rabat, je ne vous fais pas un dessin. Ouais. C'est quand même pas une copine de la maison. Je veux bien revenir sur ce point, je m'y suis souvent expliqué. Non seulement vous ne devriez pas me critiquer, tous ceux qui parlent du fait que j'ai dit un jour je vote Macron, vous devriez tous me remercier. Parce qu'il y a peu de gens qui sont capables d'abord de donner leur temps bénévolement comme je le fais. Je crois qu'on doit être la dernière fédération où personne n'est payé. C'est quand même assez extraordinaire. Nous souhaitons le garder. Moi le premier, parce que je pense que ça doit venir de la motivation. Bon, c'est peut-être une question à discuter à l'avenir, mais sans moi d'ailleurs à ce niveau-là. Mais donc vous devriez me remercier parce que j'ai fait quelque chose que peu de gens font, c'est-à-dire mettre tous ses intérêts de côté, mettre tous ses sentiments politiques de côté en faisant des choix uniquement pour la cause. C'est-à-dire, voilà, vous êtes d'un parti, c'est le vôtre, vous avez un sentiment politique, vous en faites abstraction. Vous regardez l'équation qui est devant vous pour ces présidentielles, vous savez que les temps sont durs, vous savez que si vous n'êtes pas du côté du gagnant, c'est foutu, vous regardez les solutions.
et vous vous dites, voilà, cette personne-là peut l'emporter, c'est pas la seule, mais elle peut l'emporter. Est-ce qu'elle est compatible avec ce que je lui demande? Je rencontre donc ces gens, je discute avec eux, je me rends compte que c'est la personne qui peut nous apporter le plus après. Et ben dans ces cas-là, vous savez, c'est pas entre les deux tours qu'on dit je vote Macron, hein, ou alors quand le deuxième tour est passé le lundi matin, c'est avant. Moi, j'ai refusé catégoriquement, et à toute personne qui m'en a parlé, j'ai dit je ne dirai pas aux chasseurs de voter. Je dirais, je vote. Après, les chasseurs font ce qu'ils font, parce que j'ai jamais eu la prétention d'avoir l'outrecuidance de penser que je puisse détenir les voix des gens qui sont des adhérents de la chasse française, ce qui serait ridicule. Mais moi, j'ai dit, je fais. À partir du moment où je dis je fais, il y a des choses qui ont été discutées en amont et qui ont été ensuite appliquées en aval, comme c'était prévu. Donc, il n'y a aucun problème. Et allez savoir. Personne ne sait, d'ailleurs, ce qu'il y a dans ma tête. En plus, vous le savez un petit peu, d'ailleurs, c'est pas un grand secret. Moi, je n'ai pas de carte au Parti Renaissance. Je suis plutôt quelqu'un qui se situe sur un centre droit classique, voilà, avec une fibre sociale qui m'est propre. Mais bon, là aussi, c'est pas un secret, hein, puis c'est pas une honte. Hein. J'ai plein d'amis qui pensent pas comme moi, et c'est des très bons amis, parfois, des fois même les meilleurs. Donc, on s'en fout de ça, de cette histoire-là. Mais j'ai fait abstraction de ce que je pouvais penser. Il n'y a pas grand monde qui est encore capable de le faire, hein, pour la cause, pour sa passion, pour ce qu'on défend tous les jours. Moi, je l'ai fait. Eh ben, je peux vous dire, vous pouvez me dire ce que vous voulez, pas de Macron, suppôt de Macron, liste de Macron pour affaiblir le RN. Je suis très fier d'avoir mis effectivement tout ce que je pouvais penser politiquement de côté, uniquement pour servir l'intérêt des chasseurs. Voilà. Là-dessus, je peux vous dire, on peut m'accuser de ce qu'on veut, on peut me reprocher ce qu'on veut. Je le redis, je suis très fier de l'avoir fait pour le monde de la chasse. Et même si c'était peut-être pas ce que je pensais moi-même, mais je l'ai fait pour vous. Ah bon, moi personnellement, oui, c'est très bien. On se connaît depuis longtemps. On a fait beaucoup de réunions ensemble. On a traité de très nombreux sujets quand j'étais investi dans ces mêmes missions. Et je sais, enfin, j'ai vu beaucoup de choses changer pendant tes mandats. Et il y a toujours j'ai toujours espanté, pardon, c'est un terme du midi, mais je suis toujours à chaque fois sidéré de voir certaines réactions à partir du moment où parfois tu peux, parce que dans la vie on peut pas, même le meilleur ne gagnera pas tout, et il suffisait d'avoir quelques pertes sur certains dossiers pour avoir beaucoup d'amertume de certains, et c'est vrai que c'est toujours sidérant. C'est un peu comme moi quand je fais des vidéos, il y a toujours quelqu'un qui est déçu parce que je tire pas la bécasse comme il veut, parce que je tire pas le lièvre comme il veut, parce que je tire ou trop de sanglier ou pas assez. Enfin voilà, et c'est un peu ce qui est des fois dommage dans le monde de la chasse, que les gens n'arrivent pas à avoir cette vision un petit peu plus large et à voir un petit peu les enjeux et surtout l'ampleur de ces combats. Je sais que tu as eu, c'était même, enfin ça, c'est pesant pour toi et pour ta famille, que tu as Oui, mais tu vois, c'est, pour revenir à ce point politique, ce que j'aime pas, c'est parce que c'est pas juste. On retient ce qu'on veut retenir par rapport à son sentiment politique personnel. Donc ça veut dire que celui qui me reproche ça, lui, il fait de la politique, plus que j'en ai fait jusqu'à aujourd'hui. Maintenant, j'en fais parce que je suis candidat. Mais si on remet ça dans un contexte général, alors dans ce cas-là, pourquoi vous m'insultez pas d'avoir soutenu pendant 2 élections et physiquement investi? Alors là, je vais pas dit je vote. Je suis allé à une vingtaine de meetings, Xavier Bertrand pour la région Hauts-de-France. J'ai mis ma tête sur le tract. Oui, Ça je vous me a rappelle. choqué? Personne dit quelque chose. D'accord? Et après législative, je vais pas vous faire la liste de députés que j'ai soutenus. J'ai même été mettre ma tête, y compris un petit paragraphe sur une profession de foi d'un député socialiste. Parce que je pense que c'était le bon choix et pense que c'est quelqu'un de bien. Donc je fais abstraction des étiquettes politiques. Oui. J'essaye de prendre la personne qui peut le plus effectivement servir la cause. Voilà, des socialistes, des communistes, des gens de gauche. Mais on revient toujours effectivement, parce qu'on est arrivé à un stade où on le voit tous bien, on le comprend, la détestation pour le président de la République est à son paroxysme et dépasse l'entendement. Mais voilà, alors ok, j'entends ce que vous dites, hein, mais vous n'êtes pas juste, parce que dans ça là, regardez tout ce que j'ai fait. Et là, vous êtes complètement perdu parce que j'ai soutenu à droite, à gauche, au milieu, en disant ça, c'est la bonne stratégie. Des fois parce que humainement, c'était la bonne. D'autres fois parce que politiquement, c'était là où on allait gagner le plus. C'était là où on avait c'est voilà ce que j'ai fait. J'ai fait des calculs, j'ai pris des positions et des postures uniquement pour vous, que ce soit au niveau national, régional et départemental.
Oui, ben, bien sûr, mais comme on le disait, je pense, une minorité là-dessus. Tu peux être sûr de toi. Par contre, j'ai des questions par rapport à Reconquête. Est-ce que tu peux nous parler? Est-ce que tu connais leur position pour la chasse? Parce qu'apparemment, il y a peut-être des choses que j'ai pas vues. Il y en a qui parlent que Reconquête essaierait de récupérer les chasseurs. Alors, j'ai peut-être pas vu passer ça, mais en tout cas, qu'est-ce que toi tu peux nous dire sur leur position vis-à-vis de la chasse? Je connais pas beaucoup. J'ai vu Éric Zemmour avant l'élection présidentielle. Il a demandé à me rencontrer. Je suis pas allé au terme de la discussion. Je suis quelqu'un de très honnête. J'ai été très surpris de ce que j'ai entendu. Je plus un âge à avoir peur, mais j'ai dit là vraiment là honnêtement entre nous là politiquement c'est pas moi quoi. Là on est sur quelque chose qui moi non là je pouvais pas. Je peux dans plein de trucs hein, discuter hein, mais là c'était quelque chose qui à mes yeux était tellement brutal que je ne pouvais pas. Là je me suis mis une barrière. Alors après d'un point de vue chasse. Pas moins bien ou pas mieux qu'un autre. Hein. Éric Zemmour connaît rien, Marion Maréchal Le Pen connaît rien. Vous avez vu, elle est passée chez nos amis de chasson.com, elle tenait un poisson dans ses bras, une carpe, elle avait vidé un étang en cela. Je pense que la première fois de sa vie qu'elle voyait un truc qui n'était pas mort enfilé dans la sauce au bout de son assiette, ça lui faisait un choc. Bon, c'est vivant, c'est gluant, ça bouge. D'accord. Bon, écoutez, moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais mes amis, si vous votez pour votre passion, mais qui mieux que le président des chasseurs pour défendre les chasseurs? Bon, après, je veux bien. Ça, Hein. c'est sûr. Bon, vous regarderez, je vois les listes qui sortent une par une. Je vais être le seul chasseur dans les 10 premières places de chaque liste pour cette élection européenne. Posez-vous juste la question. Ouais. Et là, je S'il y disais, avait une je t'ai parlé appétence et de... une envie aussi forte vis-à-vis de nous, pourquoi le monde de la chasse a été mis de côté dans ces débuts de liste partout, quoi. Oui, je te parlais de Reconquête. C'est vrai que j'ai eu une question sur Reconquête, mais il y a beaucoup sur le plus, c'est sur le Rassemblement national. Donc je peux te poser la même question, puisque c'est eux Alors, qui sont en tête et c'est eux qui peuvent empiéter. ouais, je peux y répondre. Ouais. Alors, bon, c'est très brutal vis-à-vis de moi, le Rassemblement national. C'est ce qu'on vient de dire. Les mecs qui disent, ouais, de toute façon, c'est la liste de Macron. Bon, ok, d'accord, on peut dire ce qu'on veut. Hein. Moi, je vous dis que c'est pas du tout la liste de Macron et j'en ai strictement rien à faire des listes de la liste Renaissance. Au contraire, je les combats et si je peux leur appliquer les quelques points qui risquent de leur rester à la fin de la campagne, je le ferai. Ça me pose aucun problème si c'est pour la cause. Mais du côté du RN, là, par contre, je suis pas d'accord. Si on dit on vote pour d'autres raisons que sa passion, il n'y a même pas à discuter. Voilà. Même si Alliance Rurale, c'est pas un sujet, c'est pas un projet politique, c'est un projet de vie. Vous regarderez un petit peu ce qu'on veut faire, c'est des choses basiques, des choses simples, plutôt du bon sens, toujours mis en avant, avec des gens de la vraie vie. On n'est pas des politiques, on a tous un métier, on a tous une activité. Moi, je suis pas élu de quelque chose. Là où je suis pas d'accord, mais ça peut être n'importe qui. Hein. C'était même le cas pour Valérie Pécresse quand elle s'est présentée, par exemple, à l'élection présidentielle. On peut pas dire j'aime les chasseurs et puis signer un accord avec L214 quelques semaines avant. Ça, c'est pas possible. C'est pas acceptable. Eh ben, on peut pas, quand on est Jordan Bardella, dire moi je défends le monde rural, faire un débat avec Hugo Clément, dire à la fin de ce débat, vous savez, en synthèse, hein, je vais tout résumer, mais je vais être rapide. Il faut plus d'Hugo Clément en France. C'est génial, les mecs. C'est le gars qui nous démontre tous les jours. Alors, ça, c'est pas possible. Puis dire en plus, ce que vous avez payé pour assister à ce débat, bah, sachez que c'est reversé à la Fondation Brigitte Bardot, une partie. Et ça ne passe. On peut pas dire, Marine Le Pen, elle peut pas dire j'aime les chasseurs et je veux interdire la chasse à courre et les chasses traditionnelles. Regardez, écoutez. Bon, alors c'est quoi les chasses traditionnelles? On sait ce que c'est, mais on n'est pas au bout du problème. Les palombières, c'est dedans. Continuez à voter pour des gens, effectivement, qui ont la direction, même si on a sûrement des gens, et j'en connais d'ailleurs, qui défendent la chasse et qui sont au Rassemblement national. Moi, je parle de la vision aujourd'hui de la direction du parti. C'est plus qu'ambigu. Regardez l'attitude, les attitudes de Marine Le Pen vis-à-vis, par exemple, de la corrida. Elle veut interdire la corrida. Voilà, quand je vois le nombre de gens, peut-être aficionados, qui s'en rendent pas compte et qui votent pour elle, c'est ça que je veux pas. Maintenant, si vous dites, moi, je m'en fous, je suis peut-être chasseur, mais c'est pas ça que je vais regarder. J'en ai marre, je veux diviser par 10 le nombre de noirs en France. Évidemment, c'est pas dans notre programme. Je suis désolé, les gars, ça va pas le faire.
Donc là, vous avez raison. Donc, allez voir ailleurs, jamais on mettra quelque chose là-dedans. C'est peut-être pas d'ailleurs ce qui est mis non plus dans le programme du RN. C'est plus violent du côté de Reconquête, on est tout à fait d'accord là-dessus. Là, sûrement ça qui me gênait un petit peu. Moi, je ne dis pas des propos comme ça et j'ai pas d'idées comme ça. Donc voilà. Après, ayez au moins l'honnêteté de regarder. Mais si à un moment vous dites, moi, c'est pour ma passion et mes identités culturelles, je pense honnêtement que le meilleur vote, c'est quand même de voter pour Alliance Rurale. Voilà. C'est là où ça se passe. J'entends tout ça, j'entends tout ça. Du coup, j'essaie de retrouver un petit peu. J'ai perdu un petit peu le fil avec mes toutous là qui m'ont perturbé. Il y en a qui se renseignent. Pardon, Willy? Il est forme de chien. Hein. Et qui est-ce qui me demandait si quels étaient les liens avec attends, je vais retrouver entre le mouvement pour la ruralité, ex chasse pêche nature et tradition. Il y en a en dehors d'un accord national. On a évidemment beaucoup de gens d'Elemer qui sont aujourd'hui avec nous, même dans des places éligibles pour certains, donc et sur la liste. Bon, il n'y a pas eu d'accord qui a abouti avec le président d'Elemer, Bernard Borrell. Je l'ai pas souhaité, je vais pas vous mentir. Je n'adhère pas du tout à la façon de gérer les problématiques de la part actuellement de la direction d'Elemer, que ce soit un garçon comme Bernard Borrell, un garçon comme Stéphane Trottier, entre autres. Voilà, pour moi, ce sont des gens qui ont basculé idéologiquement ailleurs et qui sont loin effectivement de la mission pour laquelle ils auraient dû mener à bien ce parti. Donc j'ai dit non, j'étais prêt à faire un accord, mais je ne voulais pas le faire en signature avec son président. J'ai pas honte de le dire. Voilà, très clairement, ce qui a bloqué un moment. Et puis après, il y a eu un jugement du tribunal qui a entériné définitivement les choses, puisque ils n'ont plus le droit d'utiliser le nom LMR ni le nom CPNT. Donc à partir de là, il n'y a plus d'accord possible, ça a été terminé. Voilà. Mais moi, je suis pas en accord. Je ne suis pas en accord avec la direction. Par contre, tous ceux qui sont chez LMR, pour la plupart, c'est des copains, c'est des gens qu'on connaît depuis longtemps, des gens qui ont été à CPNT, et on a énormément de gens qui nous rejoignent. Voilà, moi je l'ai encore dit il y a quelques temps, j'appelle effectivement et les maires à se calmer, quoi. Bernard Borrell sortira sans plus aucune troupe à la tête de son parti. Alors on n'est peut-être pas d'accord sur des choses. Moi je ne veux peut-être pas signer un accord avec lui pour les raisons que j'ai, mais qui sont pas d'ailleurs une grande surprise que tout le monde connaît. Vis-à-vis de Bernard Borrell, donc c'est tout. Il faut plutôt être intelligent et mettre en avant la cause. Mais quand on est un peu mégalo sur les bords, égocentrique et compagnie, eh ben évidemment on met tout ça en avant et on pense qu'on est le centre du monde. Alors, fais comme moi, Bernard. Si on fait pas 5% d'émissions. Et oui, et oui. J'ai quelqu'un qui me dit la voie politique. Alors moi j'ai l'impression d'avoir la réponse, mais la voie politique est-elle la seule pour préserver notre chasse? La communication et la vulgarisation de nos pratiques peut-elle changer la perception de la chasse? Alors, moi d'après moi c'est si on n'a pas la loi avec nous, on ne pourra plus faire changer quoi que ce soit. Enfin c'est ce qui il me semble quoi. Il y a encore des choses à faire bien en amont. S'il n'y a pas la politique, malheureusement. Parce que j'ai eu pas mal de remarques de gens qui disent la chasse doit rester apolitique. Mais la politique est tellement importante, malheureusement, parce qu'on en a besoin, parce qu'on est attaqué et qu'on doit se défendre. Alors, c'est une connerie de penser qu'on ne doit pas être politique. Alors, soit on fait toutes les politiques, ou on fait de l'entrisme en politique, soit on fait de la politique. Voilà, il y a 3 solutions. On a plutôt joué l'entrisme à un moment, vous l'avez vu. Par exemple, on a mis des gens dans les conseils régionaux, de droite ou de gauche, des présidents de fédé qui sont présentés. Enfin, il y a eu toutes sortes de choses. On est présent dans beaucoup d'endroits politiquement. Ou alors, à un moment, quand on voit que l'acceptation n'est plus la bonne au sein des partis politiques, où on devient effectivement une denrée minimaliste dans l'équation politique ou dans la stratégie politique du mouvement, il y a un moment où on pèse plus rien. C'est ce qui est le cas aujourd'hui parce qu'on a l'impression, quand on ouvre la télé, que l'antichasse primaire dirige tout, l'animalisme est ultra présent, l'écologie punitive est là à chaque instant, on a un acte de contrition à la télé en permanence, vous le voyez tous les jours, on n'arrête pas de nous le répéter, vous êtes tous des salauds, c'est toute votre faute. Bon. Donc ça, c'est évidemment la solution actuellement de dire
pour une fois, en reparant, effectivement, j'ai dit aussi, vous l'avez entendu, hein, on est sur du one-shot. Moi, je ne veux pas durer et perdurer en politique à la tête d'un grand parti de la ruralité. Nous verrons comment ça se passera, mais ce n'est pas mon projet, puisque d'ailleurs l'Alliance rurale est un parti préprogrammé pour s'éteindre. Voilà, et pour la fin de l'année, cette entité, elle s'arrête. Donc, même s'il y a un groupe au Parlement, même s'il se passe des choses, elle s'arrête. Alors, par contre, vous avez raison, mais j'ai rien laissé de côté. J'ai tout fait en même temps et je continue à tout faire en même temps. J'utilise tout ce qui est possible. Vous avez dû remarquer que vous parlez de la communication, mais regardez ce que j'ai fait depuis 5 ans. Là où on n'avait strictement rien pour communiquer au niveau du grand public, juste pour la petite histoire, la communication de la Fédération nationale donc de la chasse française, quand je suis arrivé président, c'était 150 000 euros. Notre budget, c'est 4 millions aujourd'hui. Il a fallu négocier des choses, je peux vous le dire, pour en arriver là. Et pas qu'un petit peu. Et ça se traduit par quoi? Vous auriez, vous, imaginé, même moi, j'en étais surpris, qu'on allait un jour se retrouver à la télévision en train de faire des pubs à TF1, à France Télévisions, partout comme on le fait, ou sur les chaînes effectivement de communication, les chaînes médiatiques en temps zéro. Jamais personne n'imaginait ça. La première année, branle-bas de combat, la moitié veulent pas nous prendre, France de Télévisions nous vire, c'est scandaleux, des menaces de mort partout. Bon, il s'est passé 5 ans. Cette année, vous l'avez vu, la pub sur le nettoyage de la nature. La première année, on a eu un petit 8% de personnes favorables, on va dire un peu nous et nos familles, quoi, grosso modo, et puis quelques copains, qui étaient contents de la pub. Cette année, 66%. Pas 65 et quelque chose. 66% d'opinions favorables. Ça, c'est une autre corde à notre arc. C'est de faire voir ce que je sais de la chasse dans sa notoriété. Donc, je fais très, très attention à cette partie-là. Je la travaille. De toute façon, j'ai tout structuré. Quand je suis arrivé à la Fédération nationale des chasseurs, c'était quand même plutôt, il faut le dire, un peu un bateau ivre, difficilement gouvernable, avec des strates dans tous les sens. J'attends pas les coups et je joue pas la citadelle assiégée, même si c'est un peu le cas en ce moment. Néanmoins, parallèlement à ça, vous allez voir la réponse du berger à la bergère sur les chasses traditionnelles. Parce que sinon, on peut pas attraper un pierre dans un filet ou dans une cage. Qu'est-ce qu'ils font tous les mecs qui attrapent des oiseaux pour les baguer, là? Vous croyez que je vais rester les bras croisés puis que je vais pas foutre tout le monde au tribunal? Bon, on va rigoler 2 secondes. Donc, on n'est pas des lapins de 6 semaines, hein. On nous prend pour des cons, là, sur cette affaire des chasses traditionnelles. Et comme il faut, on va voir. Parce que la jurisprudence, elle saute. Dans ce cas-là, elle va être applicable pour tout le monde. On verra. On verra si on va rester longtemps sans chasse traditionnelle. Quand ils auront bien pris le coup dans la figure, on en reparlera. Mais je laisse rien passer. Je mets des moyens colossaux dans le juridique, je mets des moyens colossaux dans la communication. Bon, après, il y a des choses de terrain. Le petit gibier, le grand gibier, moi je peux faire des négociations nationales avec un ministre, un CNCFS, des syndicats agricoles. Après, il y a une partie, c'est territoire. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui râlent pour le lapin, par exemple, mais c'est très complexe pour moi de gérer le problème du lapin. J'ai bien compris qu'il faudrait qu'on trouve un vaccin, effectivement, qui reprenne, je dirais, l'essentiel des maladies actuellement, tout ça, parce qu'on peut plus utiliser les puces. Enfin, vous connaissez tout ça par cœur. C'est compliqué. On est sur une problématique de terrain avant tout, une problématique locale. Mais pour tout ce qui peut entrer dans le précaré national, je ne laisse rien sur le côté et surtout pas la communication. Donc ça, c'est pas moi qui vais dire le contraire. Oui, je me rappelle à l'époque, comme tu disais, c'était compliqué pour les directeurs d'appeler à la FNC. Moi, c'était même encore pire parce que j'étais le directeur qui faisait des vidéos sur Internet et que c'était pas trop la politique à l'époque de s'exprimer de chasse sur les réseaux sociaux. C'était un peu le début aussi des réseaux sociaux, mais bon, il y a eu une reconquête. Je veux pas faire de, je veux pas utiliser ce terme, mais il y a eu au moins une reconquête des réseaux sociaux par le monde de la chasse. Et enfin, je trouvais que c'était tellement aberrant. Malheureusement, ça persiste encore dans les idées de pas mal de gens que, vu nos soucis et vu notre besoin à l'avenir des jeunes et vu la mobilisation des jeunes sur les réseaux sociaux, c'est complètement fou d'avoir entendu à de nombreuses reprises qu'il fallait pas qu'on y soit, quoi. Donc là-dessus, c'est sûr qu'il y a eu un pas. Je voyais encore, vous êtes sur TikTok. Enfin voilà, vous créez du contenu régulièrement sur tous les réseaux. C'est aujourd'hui, si on veut survivre, si on veut exister, si on veut continuer à rapatrier enfin voilà, à emmener autant de jeunes, il faut être moderne et ça passait par là, bien entendu. Ça c'est clair en termes de communication. Et comme tu réagis sur les chasses traditionnelles, j'ai aussi eu pas mal de questions. Et je rebelote, je l'ai perdu. Il y en a qui te posaient la question qu'on pouvait revenir éventuellement si alors ça va être peut-être compliqué pour toi de répondre, mais si l'Alliance rurale parvient
en Europe? Est-ce il y a des chances de pouvoir récupérer certaines chasses traditionnelles qu'on a perdues, comme la glu par exemple? Et moi, je vais essayer de faire. Ce que je fais là, c'est aussi pour ça, bien évidemment, vous l'avez compris. On a des prismes différents sur la liste. Le mien, c'est la chasse, naturellement, même si je suis troisième de liste, mais moi, c'est ma préoccupation principale. D'ailleurs, je suis élu député, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, je reste président national. Hein. Moi, je m'occupe du tremplin entre les deux. Hein. C'est pas pour faire tapisserie là-bas à Bruxelles ou à Strasbourg. Hein. Il y a hors de question. Il y a un énorme boulot qui m'attend. Je vais monter aussi une machine de guerre là-bas. On va bosser. Et évidemment, le but est d'aller rechercher, parce que si une loi interdit quelque chose, une autre peut le rendre à nouveau légal et praticable. Ne l'oubliez pas. Il suffit. Quand on a une jurisprudence, on est bloqué. Mais si vous modifiez le texte, eh ben, ça ouvre une nouvelle discussion et des nouveaux passages effectivement au Conseil d'État ou ailleurs, et peut-être effectivement cette fois-ci des décisions qui sont différentes et qui peuvent nous être à nouveau favorables. Évidemment, il faut que le texte soit quand même bien retouché pour qu'il soit favorable. Mais oui, moi je ne m'interdis rien. Si c'était pour dire, bah non, je vais là-bas, mais je pourrais rien faire pour les chasses traditionnelles, on verra ce que je peux faire. Mais j'y vais avec une énorme motivation de trouver des solutions, de proposer, effectivement. Puis ça permettra de voir un petit peu ce qu'ils vont tous faire, comment ils vont réagir, ce qu'ils vont voter. Et là, je peux dire que le compte-rendu va être salé. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui se passe. Hein. Il y aura des comptes rendus que j'aimerais à la semaine ou 15 jours. Voilà. Et vous allez voir ce que je vais dire, proposer, essayer de faire avancer. Mais oui, je veux revenir en arrière. Hein, ces textes sur les chats traditionnels et d'autres textes, hein, vous l'avez compris, la liste des espèces gibier d'eau, tout ça. Non, non, non. Je vais pas juste pour honorer des cendres, hein, j'y vais pour raviver la flamme, les gars. Faut bien le comprendre. Hein. C'est très bien. J'essaie de filtrer, d'essayer de trouver les questions les plus pertinentes. Il y en a qui s'étonnaient, c'est vrai que je peux la poser de cette façon, cette question. Sébastien Denis qui s'étonnait que certains n'acceptent pas ou ne comprennent pas, je sais pas, le ralliement avec Jean Lassalle. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui, bah après là c'est plus un ralliement pragmatique. Bon, même si je connais Jean, bon, d'abord il fallait quelqu'un de compatible. Puis il fallait quelqu'un qui soit pas politique. J'avais dit apolitique. Bon alors Jean il fait de la politique, il a été député. Enfin Jean il a un parti à lui tout seul. Il n'y a pas de parti. Voilà, son mouvement s'appelait Résistons, je crois. Mais voilà, Jean c'est Jean. C'est un mec entier. Jean d'abord c'est un type que j'apprécie énormément. C'est un mec extrêmement gentil avec ce petit côté rigolo, folklore, tout ça. Mon Jeannot, c'est loin d'être un bête. Voilà. Et il sait très bien de quoi il cause sur tous les dossiers, sur tous les sujets que je peux discuter avec lui. Vous seriez extrêmement surpris, y compris celui de la chasse. Bon, Jean, il allait sûrement faire une liste, il était en train de se mettre en place, il allait faire. Bon, je me suis rendu compte aussi qu'on avait quand même un petit peu le même cœur de métier, on va dire, au sein de cette élection. Imaginez la catastrophe, il fait 4, je fais 4, on n'a aucun élu, on rentre tous à la maison, enfin on quitte pas la maison, on part pas d'ailleurs. On reste là, on a tout perdu, par contre on s'allie tous les deux et on fait 8. Ben, je pense que le plus malin, c'était, voilà. Vous avez vu d'ailleurs, il n'y aura qu'une seule liste ruralité pour ces élections européennes. Il n'y en a qu'une. Au début, on en a annoncé jusque 7 ou 8. Au final, nous sommes la seule liste qui impose et qui propose, effectivement, un projet de société basé sur le bon sens rural. Voilà, il n'y en aurait pas d'autres. On en aurait eu deux, c'était une catastrophe. Vous savez, et moi, ça me dérange pas de ne pas être tête de liste, puisque j'y vais pour la cause, vous l'avez compris. J'y vais pas pour briller, jouer le mégalo. Si, c'est pas c'est pas ça que j'aurais fait, si je voulais me conduire comme ça. Donc, je préfère une alliance avec Jean, qui est une alliance intelligente. D'abord, de gens parfaitement compatibles, tous les deux, hein, je le redis, hein. Jean, il a des vraies valeurs rurales et ça, on peut pas lui retirer. Voilà, et je pense que c'était intelligent tous les deux de s'unir et de trouver la force de le faire ensemble. Et bien après que Jean soit tête de liste, c'est un peu logique. Il a quand même une expérience politique qui n'est pas la mienne, même si c'est pas un parti, vous l'avez compris. Puis moi j'aime bien ce côté grande gueule du Sud par rapport à moi qui est un peu grande gueule du Nord. Et puis ils ont dit oui, il y a des gens qui me disent vous avez vu qu'est-ce que vous ferez là-bas? Ben, j'ai regardé. Un mec comme Lassalle, il est tout seul, Jean, hein, à l'Assemblée nationale. Je crois que c'est le député français le plus connu. Hein. Donc c'est pas parce qu'on est tout seul qu'on n'arrive pas à changer des choses, à se faire entendre. Il faut un organe un peu développé. Faites-moi confiance dans ce domaine. Vous me connaissez un peu, ça devrait poser aucun problème. Et lui, je pense qu'il a fait ses preuves. Moi, je trouve que c'est un bon tandem, effectivement. Voilà. Les deux personnels libres de parole et d'action. C'est sûr que ça fait un bel échantillon nord-sud de la France. Je me rappelle qu'il était là, on a bien discuté aussi avec Jean à la manifestation
à Bordeaux, la grosse manifestation qu'on avait fait à Bordeaux. Donc il a toujours été très à l'écoute de nos difficultés sur la chasse. C'est sûr que tu aurais peut-être eu du mal à mettre quelqu'un d'autre dans le C15 du Seigneur aussi. Ah, il adorait, genre, il aime bien tout ça. Ouais, je vois, il y en a quelques-uns qui en parlent avec le C15. Mais Ouais, c'était un bon moment à sottiserie, là, je les salue, c'était un moment sympa. Hein. c'était rigolo. Oui. Tic, 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 bon, j'ai beaucoup d'encouragement pour toi, évidemment. Qu'est-ce que je Merci peux à tous. te reposer d'autres? Oui, tout à l'heure, il y avait des gens qui parlaient du. C'est vrai que moi, je parle très chasse parce que bon, je suis quasi 100% chasse, mais c'est vrai que c'est une liste rurale. Tu viens de faire le Oui. lien avec Jean, etc. Il y a aussi quand même la personne là demandait est-ce que tu as le soutien des autres ruraux, des agriculteurs, des pêcheurs aussi. C'est vraiment une question importante parce que moi, je reste très chasse, Mm. mais c'est vrai qu'il y a autre chose. On a quand même une quinzaine oui, une petite quinzaine d'agriculteurs sur la liste, c'est pas rien. Hein. Alors, agriculture élargie, hein, viticulture, ostréiculture, enfin bon, pas mal de choses, mais tout ça, c'est le monde agricole, donc on a du monde depuis longtemps. D'ailleurs, la plupart étaient là bien avant la crise agricole, donc oui, on a des discussions, on a des relais, oui, ça se passe plutôt pas mal avec eux. Voilà, après, bon, l'agriculture nationale, au niveau des syndicats, c'est normal, c'est un syndicat. Donc, un syndicat ne peut pas donner de mot d'ordre de vote. Ça ne se fait pas parce que, voilà, ce serait pas compatible avec la fonction d'un syndicat. C'est pas une fédération, c'est un syndicat. Donc, par contre, je pense à des gens qui sont pas dans le syndicalisme, mais par exemple qui sont de la PCA. Je pense à un garçon comme Pascal Ferré, qui est quand même une pointure nationale de l'agriculture. Il est venu au meeting quand on était dans la Manche et il est venu sur le podium, il a pris la parole et il a passé la soirée sur le podium avec moi. Pascal Ferré, c'est un garçon qui est connu dans toute la France, je dirais, pour son militantisme agricole. Donc il y a une forme de bienveillance, il y a une forme d'échange, on travaille avec eux, on discute de pas mal de choses. C'est plutôt des bons échanges. Non, non, je suis très très content du boulot qui se fait avec les agriculteurs. Bon, c'est super. Il y avait quelqu'un qui posait une question au début, Grégory Vérune, qui demandait si on se dirigeait vers une politique, enfin si tu pensais qu'on se dirigeait vers une politique harmonisée au niveau des pays européens en termes de chasse. Sachant que évident. justement on parlait des Raison. chasses traditionnelles et que les chasses traditionnelles Il a par raison. essence c'est nos spécificités quoi. Mais il a raison. Évidemment, c'est l'uniformisation d'ailleurs dans tout. Parce que c'est le principe de l'Europe, vous l'avez compris, morceau par morceau, on uniformise. Donc voilà, quand une loi, d'ailleurs, c'est ça qui n'est plus possible pour nous. Ça fait partie d'un point du programme. Pour vous dire, le programme comporte une cinquantaine de points, il y en a 2 sur la chasse. Hein, donc c'est vraiment ouvert au monde rural dans son ensemble. C'est pas un programme chasse spécifiquement. Les 2 mesures sont bonnes, hein, vous pouvez me faire confiance. Et toutes celles que j'ai dans la tête pour plus tard. Mais oui, par exemple, regardez en France, on fait par exemple des lois. Je vais prendre la loi sur l'eau, qui était quand même une loi complexe à mettre en pratique, inapplicable entre le nord et le sud, l'est et l'ouest, tellement que c'est compliqué. Et là, au niveau européen, on aurait la prétention de faire des lois qui seraient adaptées pour les Espagnols, les Italiens, les Grecs, les Polonais, les Suédois, les Danois et les Français. Ça ne peut pas fonctionner. Une des choses que nous réclamons tout de suite, c'est de revenir en arrière sur le système actuel. Nous, on veut revenir à une Europe qui soit composée de nations souveraines et que chaque loi qui arrive et toutes ces directives qu'on nous impose d'autorité, qu'elles doivent être discutées par l'Assemblée nationale et le Sénat et adaptables ou pas adaptables effectivement en droit français. On doit retrouver cette possibilité souveraine de la France de dire oui ou de dire non effectivement à un texte de loi. Il y a des choses qui peuvent pas être adaptables en France. Je suis désolé. Mais comme là, ça s'emballe un petit peu et qu'on veut tout uniformiser, bah, évidemment, si on uniformise la chasse, on a des spécificités, toujours la même chose, une identité culturelle, effectivement, qui nous différencie les uns des autres. J'ai un sentiment européen, personnellement, je m'en suis jamais caché, à condition qu'on revienne je dirais, à l'Europe des pères fondateurs, au traité de Rome, où on avait bien dit paix et liberté, et on garde toutes nos différences, on met que les choses en commun ensemble qui vont bien. On en est aujourd'hui très loin. On a oublié tout ça.
C'est ce qui provoque autant de colère chez moi, chez vous, chez beaucoup de gens. D'ailleurs, vous le voyez, hein, au niveau européen, nous ne sommes pas la seule liste à prôner la ruralité en Europe. C'est assez surprenant. Il y a des gens qui sortent un petit peu, je vais pas dire de nulle part, parce qu'ils existent, ils sont là comme nous, mais dans des pays où on n'a pas quand même l'habitude de faire du militantisme et de monter en pression. Je pense à des pays comme l'Espagne, comme la Grèce, comme les Pays-Bas, comme la Pologne, comme la Suède, où ces sujets sont sur la table. Est-ce qu'ils auront oui ou non? Pour certains, le temps, non. Pour d'autres, oui. Donc, ce qui permettra d'ailleurs probablement de faire assez facilement, si nous sommes élus, un groupe à l'Europe, avec les mêmes valeurs. Parce que moi, j'échange toutes les semaines avec ces gens. On échange de programmes, on échange, on discute, on papote sur tout ça, et on voit effectivement comment on peut les aider, ou des fois comment eux peuvent nous aider pour avancer sur un point. Donc le sentiment ruralité humiliée, harcelée et persécutée, il est partout en Europe et il est naissant. Alors le plus dur, c'est d'être le premier. C'est toujours pareil. Bon, nous, on a ce petit côté gaulois, réfractaire, va-t-en-guerre, et qu'on adore. Hein, c'est ce qui fait notre force et notre identité. Donc on y va, mais sachez quand même qu'on est sur un sentiment qui est en train tout doucement de s'imposer au niveau européen, enfin de s'imposer, de naître au niveau européen, on n'est pas encore à l'imposer, mais je suis sûr qu'il va aller loin. Ça restera pas comme ça. Donc l'Europe des nations, et puis quand un texte arrive, on regarde si on peut le prendre ou on peut pas le prendre. Ça, c'est le b.a-ba de ce qu'il faut remettre en place. D'accord, Willy. J'ai beaucoup de réactions, parce que c'est vrai que les gens parlent pas mal d'immigration, de la politique migratoire de l'Europe et de la France notamment. Et... Oula, on s'est perdu pendant un moment. Tu m'entends, Willy? Ouais, Tu m'entends? il y a une coupure de... Ouais, c'est bon. Je t'entends maintenant, mais il faut que tu recommences la question, pardon. Voilà. Je te disais, on a pas mal de remarques qui font trait aussi, notamment aux les différents débats qu'il y a eu récemment à la télé, où on a beaucoup parlé d'immigration. C'est vrai que c'est un sujet fort en ce moment au niveau de l'Europe, et il y en a qui veulent, en fait, qui manifestent dans les commentaires le fait que pour eux c'est prioritaire, et qui souhaitent du coup plutôt voter pour ça. Et j'ai quelqu'un qui répond justement à ce même message en disant qu'il faut je voudrais avoir ton avis là-dessus, mettre de côté ces idéologies politiques et voter pour l'alliance rurale, c'est pour voter notre passion, et voter ce que vous voulez au présidentiel. Ça fait du sens, puisque pour la politique migratoire, évidemment, il y a des choses qui doivent se passer, j'imagine, en France, et qui sont peut-être plus importantes, même s'il y a une politique migratoire européenne. Alors les gens veulent avoir un peu ton avis là-dessus. Est-ce que parce que c'est vrai ils veulent avoir un peu ton point de vue sociétal là-dessus, ou est-ce que c'est plus du rôle justement peut-être des élections françaises? Je pense pas que tu candidates à la présidence de la République pour le moment, mais en tout cas, en tout cas, est-ce que c'est le sujet majeur? Qu'en penses-tu là-dessus? Alors, majeur ou pas majeur, c'est un sujet européen. D'ailleurs, j'aimerais qu'on l'aborde plus par le prisme européen, parce que c'est très important. Je regrette d'ailleurs profondément qu'on soit dans un débat pour ou contre Macron, entre le RN et Renaissance. C'est ridicule. Le sujet, il est européen. Voilà, il y a des élections nationales pour s'entretuer, si on veut, sur ces sujets-là. Bon, par contre, il y a un sujet migratoire. Il y a un vrai sujet. Et nous, on le traite, évidemment. Et on a discuté d'ailleurs là-dessus, on est tout à fait cohérent sur notre position. D'abord, on veut que les lois s'appliquent. Alors, il y a deux choses là-dedans. Moi, je pense qu'on laisse rentrer beaucoup de gens chez nous qui n'ont rien à y faire, et ça pose un énorme problème, sans aucun cadre. D'ailleurs, la plupart traversent notre pays ou traversent l'Europe, et on les bloque à Calais sur la plage, on les laisse pas aller en Angleterre. Alors, c'est quand même la première fois qu'on empêche des gens de traverser un territoire, ils ne veulent pas y rester. Et parallèlement à ça, donc on a trop de gens comme ça qui arrivent et les choses sont pas cadrées. Et à l'inverse, on a aussi un énorme problème de main-d'œuvre en France. Il suffit de faire le tour de la France pour s'en rendre compte, comme je le fais. Où là, il y a quand même une vraie question, que quelqu'un qui veuille venir chez nous, si on appliquait Frontex, alors je ne veux pas rentrer dans les détails techniques, mais comme ça doit être appliqué, c'est-à-dire quelqu'un dit, moi je veux venir en Europe parce que je veux travailler. Je vous la fais très courte. Et j'aimerais plutôt aller en France. La France, normalement, reçoit la demande. Regarde, peut faire une proposition et peut faire venir quelqu'un en l'intégrant par la valeur travail. Travail. Quand vous êtes en Alsace comme la semaine dernière, et que le gars vous dit, moi je suis maraîcher, machin, tout ça, une belle exploitation, vos trucs, il m'a dit,
on a laissé 50% des asperges en terre l'année dernière parce qu'il n'y a plus personne qui veut les ramasser. Bon, les gars, il y a un problème là. Ah, moi, je veux bien. Quelqu'un qui vient, pas pour emmerder le monde, qui vient pour travailler, et on lui donne un poste, et voilà, et il est embauché à ce poste, et si ça va pas, il arrête de travailler, il repart, on est bien d'accord. Et s'il reste un certain temps, et qu'on lui laisse un certain temps pour s'intégrer par le travail, peut-être aussi pour découvrir les valeurs de ce pays, par exemple par le prisme du monde rural, hein, on n'a qu'à l'emmener à la pêche, à la chasse, à la corrida, il va vite comprendre ce que c'est, il va vite devenir amoureux de ce qu'on est. Je m'inquiète pas une seconde. Donc on peut pas dire l'immigration dans son ensemble, non. Il y a une certaine immigration où je suis totalement opposé. Je me retrouve peut-être avec des gens qui ont plus des positions de droite dure, mais j'ai pas honte de le dire. Hein, ça me pose aucun problème. Et par contre, une immigration qui doit être cadrée, mais dont on a grandement besoin. Voilà, moi j'habite une région où on ramasse à quatre pattes les choux-fleurs dans le marais de Saint-Omer. Il n'y a plus personne qui veut y aller, les gars. Voilà, c'est froid, c'est sale, c'est dur, tout ce qu'on veut, ok, d'accord. Donc il y a un moment, quelqu'un qui veut venir ici, qui veut s'intégrer, qui veut travailler tout simplement, hein, et pas embêter le monde et que c'est pas un voyou et qui fait pas n'importe quoi, eh ben je pense qu'il faut le faire venir. Et par contre, dès que quelqu'un se conduit mal et qu'il est effectivement dans ce laps de temps de plusieurs années, hein, où il est un peu en thèse, de voir un peu ce qui se passe, peut-être qu'au bout, ce que nous on propose d'ailleurs, au bout de 5 années de travail continu, et si tout se passe bien, peut-être poser la question d'une intégration à ce moment-là, mais d'une vraie intégration qui soit plus une assimilation, parce qu'elle est déjà largement dépassée, l'intégration. Par contre, faire venir des gens sans aucun cadre, qui vont de toute façon jamais aller travailler, qui foutent rien le matin jusqu'au soir, niet. On est d'accord là-dessus. Et là, il y a une vraie faute de l'Europe. L'Europe a tout dans ses mains pour appliquer sans aucun problème les choses. Tout ce que je vous ai dit là existe et n'est jamais appliqué aujourd'hui. Ça, c'est pas normal. Ça me fait penser, bon, j'ai des réactions de gens qui disent, mais bon, ça, pour moi, c'est évident. Il y en a qui parlent, qui disent qu'on a 7% de chômage, donc est-ce qu'on a un problème de main-d'œuvre? Je dis, c'est pas ça le problème, c'est que là-dedans, il y a des métiers pour lesquels on trouve pas preneur. Est-ce que c'est notre système éducationnel toujours à balancer vers du généraliste, etc. Le problème, c'est que c'est vrai qu'il y a du chômage, mais il y a des gens qui cherchent du travail, mais pas ceux-là. Comme tu disais, dans l'agriculture, c'est très très flagrant. Dans le sud, on a le même problème avec les melons. J'ai toujours entendu ça. Les gens ne trouvent plus personne pour ramasser les melons. Et ta position me rappelle quand j'étais tout jeune et que je suis allé je suis allé au Canada faire une bonne partie de mes études. Et j'étais surpris là-bas de voir que les Français avaient une réputation de raciste là-bas. Et j'avais creusé un petit peu. Je dis mais pourquoi vous avez des réputations d'être raciste? Bah vous avez plein de problèmes. Et eux, ils avaient une immigration qu'ils appellent l'immigration positive, que nous, on pourrait même pas dire en France, je pense. À lier ces deux termes, c'est déjà dire qu'il y en a une négative et que ce serait problématique. Mais là-bas, ils avaient une politique, en fait, avec une liste de métiers prioritaires, comme une entreprise, en fait, une gestion du pays par l'entreprise, en disant on a besoin de ces métiers-là, et du coup ils adoucissaient leurs critères pour rentrer dans le pays à partir du moment où tu apportais une valeur ajoutée et que tu comblais les carences du pays. Et par contre, si tu rentrais pas dans ces critères-là, c'était plus compliqué. Au bout de X années, enfin au bout de 6 mois, je crois, il fallait parler couramment le français. Il fallait avoir un compte en banque de 150 000 dollars, je sais plus, c'est ça comme peut-être 50 000, je dis. Mais voilà, et du coup, j'ai dit, purée, vous avez, nous, on a une réputation de raciste, mais vous avez une politique extrêmement, voilà, sévère, et du coup, enfin voilà, ça me choquait un petit peu. C'est des choses qu'on a eu de la peine à entendre en France. Enfin, après, on veut pas gérer le pays visiblement comme une entreprise non plus, mais ouais, ça me rappelle un petit peu ça. C'est vrai que ça peut apparaître logique. Merci en tout cas d'avoir précisé ça. Je sais pas si j'avais pas lu ni t'as entendu parler sur ces aspects-là, et je vois que ça questionnait beaucoup à ce sujet il y a d'autres déjà questions qui reviennent au sens de la chasse, et il y en a qui demandent oui, ça revient aux questions, peut-être sur le cormoran. Est-ce que le cormoran peut revenir, enfin peut lutter. Je vais m'y reprendre. Je suis pêcheur et chasseur également. J'aimerais savoir votre avis en cas d'élection favorable à votre parti, si vous seriez en position d'agir sur la prolifération du grand cormoran. Une question très technique. Alors là, comme d'habitude, je vais être très honnête là-dessus. Le sujet est franco-français. Il est franco-français. C'est le ministère de la Pêche. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut déroger.
On a dit, voilà, dérogation dégâts, on l'a le dégât, on le connaît. Là, par contre, on a un entrisme très fort aujourd'hui, l'écologie punitive je dirais, a mis des graines dans tous les étages et dans toutes les strates de l'administration française. Alors aujourd'hui, on a normalement un quota de 50 000 cormorans par an à tuer. On n'a plus le droit de les tirer sur les eaux libres et maintenant simplement au-dessus des piscicultures. Bon, bref, je la fais courte, mais tout est fait pour qu'on les tue pas. Tout est fait pour que ça ne marche pas bien. Tu sais, il suffit de donner le quota de 50 000 à la chasse adapte et puis les chasseurs vont s'en occuper, ça va être réglé vite fait, bien fait, il n'y a pas de problème. Donc là, par contre, on a en interne des choses. Alors, le cormoran, vous avez compris, c'est un vrai sujet pêche. Même si moi, ça m'énerve parce que je suis pêcheur, donc très pêcheur, donc ça va pas. Mais là, ça, c'est un vrai dossier pour la Fédération nationale des pêcheurs. Il y a quand même tout ce qu'il faut. Alors, on peut toujours déclasser l'espèce et demander le fait qu'elle soit déclassée, ce qu'il faudra faire pour le cormoran, et ça, c'est plus européen. Mais aujourd'hui, on peut déroger sans aucun problème à son statut d'espèce protégée qui a été rendu plus flexible en cas de dérogation. C'est le cas de la France. Voilà, je pense qu'il suffit simplement de mettre des moyens efficaces et on va régler le problème. Et on pourrait l'avoir réglé depuis longtemps. Mais là, on est maintenant dans l'écologie punitive, dans l'animalisme à gogo, où quand une espèce est protégée, impossible de revenir en arrière. Même quitte à voir disparaître le poisson du marais de Saint-Omer où je suis né, où j'ai mes temps à la pêche et où il n'y a plus rien, où il n'y a pas de pollution, il n'y a pas de problème de tout ça, hein. On est infesté de cormorans. Oui. Infesté de cormorans qui bouffent tout. Voilà. Mais c'est pas grave, c'est la biodiversité. Je ne suis pas d'accord. Ce n'est pas la biodiversité. La biodiversité, c'est un équilibre. Et la seule et unique solution de maintenir cet équilibre, c'est la main de l'homme. Et il n'y en a pas d'autre. C'est ça la biodiversité contemporaine. Que ce soit les animaux ou les végétaux. Il n'y a pas d'autre solution. Donc il est temps de redonner effectivement la possibilité aux hommes et aux femmes de régler ce problème du cormoran. On ne veut pas tuer tous les cormorans, on ne veut pas éradiquer le cormoran, mais reconnaissons tous ensemble à un moment qu'il y a un problème cormoran qui devient un problème chronique. Et si on ne fait rien, moi je les ai visités, les piscicultures, j'en ai vu des gens qui m'ont dit mais les gars on va arrêter. Et M. Schrein, on arrête. Il dit on en a marre, on ne sait pas les tuer, on est poursuivi, on est guetté, on est espionné par les mecs qui nous contrôlent sans arrêt. Et on arrête, c'est tout. On n'y arrive plus, quoi. Nous, on ne se bat pas contre l'État, on se bat contre les cormorans. Alors, c'est des paperasses, c'est des tas de conneries, c'est des contrôles, des déclarations. Attendez, il faudrait bientôt qu'on ait 10 salariés qui s'occupent des problématiques du cormoran et puis on serait 2 à s'occuper des poissons. Bon, voilà. Donc là, on est quand même en train de marcher sur la tête sur ce sujet du cormoran, vous avez raison. Le cormoran, c'est un vrai scandale. C'est un vrai scandale et ça montre le jusqu'au boutisme aussi des associations de certains écolos, puisque moi je l'ai vécu souvent, puisqu'on le défendait en CDCFS, tu connais bien le problème, on défendait l'arrêté qui était proposé évidemment par la Fédération de pêche, avec un avis de la Fédération de chasse. Et les arrêtés les arrêtés départementaux avec des quotas sont très souvent attaqués et difficiles. Et en fait, je me rappelle qu'une fois, et c'est un exemple qui m'a redonné un petit peu espoir, d'un écologiste, un représentant du monde écologiste qui avait quitté une association écologiste justement à cause de la position extrémiste des écolos sur ce point-là, de son association, en disant non mais là, enfin voilà, c'est une espèce aux dépens de plein d'autres. Le cormoran a vocation à exister en milieu côtier, mais au fin fond du département des Vosges et avec l'impact qu'il a, etc. Et il y a eu des personnes qui ont été sidérées par et même au sein du parti qui a réussi à faire du coup coupure, puisqu'il s'est rendu compte du jusqu'au boutisme et que à partir du moment où ça allait sur le fait de tirer sur des animaux, ils étaient contre par définition, mais étaient incapables de peser les conséquences écologiques de la pollution du cormoran. C'est vraiment des fois indécent comme comportement. Pareil pour le cygne, pareil pour le chouc à des tours, pareil pour le loup, pareil pour tout. Hein. On est rentré dans le même délire partout. Hein. Il n'y a plus un animal aujourd'hui auquel on peut toucher quoi que ce soit, ni une plume, ni un poil. Willy, je sais que tu dois partir dans pas trop longtemps. Tu m'avais dit, tu veux qu'on fasse encore une paire de questions ou t'es... Oui, j'ai le temps encore 10 minutes. Si allez, 10 minutes, ouais, je pense que c'était ça. C'était les créneaux. C'était les créneaux que tu m'avais donnés. Je te remercie d'ailleurs d'avoir donné autant de ton temps. J'ai une question d'Etica Mondo qui me demande par rapport à l'écologie et le rôle de l'humain comme acteur dans la biodiversité.
qui s'est beaucoup exprimé là-dessus. Et il voulait savoir quelle était la position de la liste de Willy, de ta liste, quant au tout industriel, un modèle efficace mais hyper polluant. Voilà, donc on revient sur des conditions plus, des questions plus agricoles. Je t'écoute. Ah oui, non, mais alors là, moi, j'ai aucun problème là-dessus, hein. Je suis évidemment d'abord un amoureux de la nature et la biodiversité. Vous savez, quand vous êtes chasseur, vous êtes toujours rangé dans le camp des salauds et des méchants. Mais moi, j'adore la biodiversité, j'adore la nature, donc j'ai mes convictions très fortes là-dessus. Ce que je ne veux pas, c'est qu'on interdit systématiquement avant de trouver une solution de remplacement. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Et qu'on ne peut pas dire à un moment qu'on va plier 3 générations d'êtres humains parce qu'on a un problème avec une substance. Prenons l'exemple, par exemple, de la betterave, un vrai sujet du Nord. J'entends bien qu'il y a certains entrants néonicotinoïdes qui peuvent être compliqués, effectivement, pour les abeilles, ce genre de choses, d'accord. Mais on a vu récemment que nous n'avons aucune substance de remplacement. Et vous avez vu, quand ça a arrêté, l'année d'après tout de suite, les champs de betteraves tout jaunes, pas de betterave. Donc, pas de sucre. Est-ce que la solution, c'est d'importer du sucre qui est produit au Brésil de la façon la pire qui soit, bien pire que les simples néonicotinoïdes, hein? Je vous dis pas ce que ça représente au niveau de l'empreinte carbone, ce que ça peut représenter sur la nature là-bas, et on peut pas fermer les yeux sur ce qui se passe là-bas. Donc, la bonne solution dans tout ce qui se passe, c'est quand même d'avoir le temps de discussion, le temps de réflexion, de consulter les gens qui savent. Moi, je peux vous dire qu'il y a des tas d'agriculteurs qui ont envie d'améliorer les choses en permanence et qui seraient ravis. Sauf qu'à un moment, on n'y arrive pas. Moi, je veux bien, par exemple, allez, on m'interdit effectivement tout intrant contre le mildiou. Vous vous rappelez, j'en avais parlé avec Julien Bayou à la télévision, à la télé, je ne sais plus c'était quelle chaîne, on avait fait un débat. Moi, je veux bien qu'on mette rien sur les tomates quand on habite le Pas-de-Calais. Vous n'aurez jamais de tomates. On n'aura pas. Donc, moi, ce que je veux, c'est avoir la possibilité de le faire. Voilà. Et si on me dit il y a un produit qui est moins nocif, qui est moins polluant, je serais ravi de l'utiliser, à condition qu'il y ait le même effet. Parce que si on doit essayer de régler son problème de tomate rien qu'avec du bouillie bordelaise tellement diluée qu'il ne se passera jamais rien, je vous donne un exemple concret, hein. Peut-être ça fera sourire des gens, mais c'est comme ça. Donc, au nom de l'écologie, on ne peut pas tout supprimer non plus. Par contre, il faut bosser très fort ensemble. Il y a beaucoup de moyens qui pourraient être améliorés pour trouver des solutions les moins polluantes. Après, on m'avait parlé de l'industriel. Moi, je pense qu'on pourrait développer très fortement les circuits courts. Il est temps de défiscaliser celui qui vend la viande à la ferme, celui qui vend les légumes à la ferme, qui vend tout ça. Voilà. Et ce gars-là, en faisant ça, il enlève énormément de l'empreinte carbone générale. Voilà, ces gens qui font beaucoup moins loin. Des fois, vous vous rendez compte, vous allez acheter 1 kilo de pommes de terre qui est dans le supermarché de votre petite ville. Ce kilo de pommes de terre, il a peut-être été produit à 5 kilomètres. Il a quitté la France, il a été récolté, il a quitté la France, il est passé par l'Italie, l'Espagne, le Portugal, il est revenu sur votre étal. Et ce kilo, il se trouvait peut-être à 5 kilomètres de chez vous. On l'a vu des centaines, des milliers de fois, cette histoire-là. Des milliers de fois. Donc, à partir de là, il faut développer ces circuits courts. Et puis, l'industriel, l'agro-industrie, on en a besoin. Faut pas qu'on délire non plus. On a besoin aujourd'hui de volumes de céréales très importants parce qu'à un moment, il faut quand même qu'on nourrisse les gens. Il faut quand même qu'on puisse se nourrir. Alors, la théorie du tout propre et d'une production très élitiste, sans intrants, sans polluants, aujourd'hui, je suis désolé, ça n'existe pas. Se battre pour tendre effectivement vers ça en permanence, sans hésiter une seule seconde. Ce sera sûrement une des clés du retour du petit gibier en France, et on le sait tous. Mais on ne peut pas non plus affamer toute une génération d'êtres humains, hein, en se disant, nous, on produit tellement bien, tellement propre, que ça coûte 4 fois plus cher. Donc, vous n'avez plus de moyens, vous perdez votre pouvoir d'achat. Et en plus, effectivement, vous êtes en compétition avec d'autres produits qui rentrent parce que vous avez des accords internationaux qui vous obligent à accepter des tas de produits qui viennent d'autres pays extra-communautaires. Et là, vous détruisez effectivement à la fois l'agriculture française et aussi l'industrie et l'agro-industrie française. Donc tout ça, il faut faire attention. On doit continuer à bosser ensemble pour faire de mieux en mieux, tout en gardant une dynamique de production, tout en gardant effectivement des prix compétitifs et surtout en laissant au moins un petit quelque chose dans la poche des agriculteurs, ce qui n'est même plus le cas aujourd'hui, tellement qu'on veut bien faire. Quand on nous parle de prix plancher, moi je suis mort de rire. Le problème n'est plus le prix plancher, c'est le prix de revient. Parce que si ça continue, le prix de plancher, il va être en dessous du prix de revient. Ça veut dire que même avec un prix de plancher, tu es sûr de perdre de l'argent. Donc c'est n'importe quoi. Vous savez que vous voyez que c'est des sujets que je connais sur le bout des doigts, sur l'enchaînement
entreprises, j'ai beaucoup travaillé ces sujets de par ma profession, donc je vois bien ce qu'il faut faire. On doit tout améliorer, mais avec raison, petit pas par petit pas, et pas la méthode de l'écologie punitive aussi, qui veut régler ça en quelques années d'une façon tellement violente qu'on va tous finir par crever de faim. Voilà. Hein, au chômage et plus rien à manger. Ça risque de finir comme ça. Et ça, il n'en est pas question. Par contre, oui, je suis le premier écolo de France à dire qu'il faut trouver des solutions d'amélioration en permanence, mais pas au détriment de tout. Dernier exemple, j'étais dans la Manche, je parle de la Manche, mais je tombe sur une carrière d'extraction de sable. Elle n'est pas renouvelée. Bon, c'est très très compliqué. D'extraction de tourbe, pardon. J'ai vu aussi une carrière de sable, de tourbe. Bon, la plus grande extraction de tourbe de France. Au nom de l'écologie, les 2000 hectares terminés, plus d'extraction de tourbe. Il y a quelques centaines d'employés là-dedans. Ça produit 90% de la tourbe en France. Les mecs ont dit non, non, critères écologiques, plus possible, pas de problème. Il va y avoir 400 mecs au chômage, pas de problème. On va noyer ces 2000 hectares avec de l'eau. Superbe, c'est beau, hein, pour faire un petit peu de voilier le dimanche, tout ça. Et la tourbe, eh ben, c'est la Chine. Est-ce que vous croyez que ça, c'est sérieux? Eh ben, des cas comme ça, j'en ai vu plein. Mais ils deviennent fous, alors. Comme ils deviennent fous aussi, le ministère de la Transition écologique, quand ils s'y mettent et qu'ils reprennent ces textes-là. On plie une entreprise française, il y a 400 familles qui vont se retrouver au chômage. Et la même tourbe qu'on interdit d'extraire au nom de l'écologie, avec des choses pourtant complexes à mettre en place, des compensations, enfin un truc de délire. Là, on ne renouvelle pas l'autorisation qui a eu lieu là pendant 30 ans. On refuse de la renouveler. C'est fini l'année prochaine. Tout le monde va aller au chômage. On va plus extraire de tourbe. Mais par contre, dans vos jardins, vous allez toujours avoir besoin de tourbe et vous allez toujours demander de la tourbe parce qu'il y a des tas de gens qui vont voter écolo mais qui se rendent même pas compte en demandant le sac de tourbe, qui font plaisir aux Chinois, qui vont l'envoyer parce que c'est ces mêmes écolos qui ont fermé la tourbière effectivement dans la Manche. Vous voyez un peu le truc? Et ça, il y a un moment, il faut qu'on réagisse là-dessus. C'est pas possible. Voilà, c'est pas possible qu'on continue comme ça. On tue de l'industrie, on tue effectivement de l'extraction chez nous, dans le fond, avec un vrai cadre et un vrai respect de la nature, même si tout n'est pas parfait, mais des gens qui essayent de faire au mieux, et ça, on est en train de le détruire. C'est pas possible. C'est pas possible parce que ça continue comme ça. Donc, contre cette écologie-là, je suis en totale opposition. Pour la biodiversité et la nature qu'on peut améliorer tous les jours, évidemment pour à 2000%. Bien sûr, oui, c'est des hérésies comme ça, il y en a plein, que ce soit aussi dans le domaine de l'agriculture, de l'élevage principalement aussi, que j'ai en tête, et puis même du bois, des fois, enfin, il y a dans la gestion de nos bois, des ventes, etc., des importations, des exportations, il y a des trucs qui sont des fois sidérants. D'ailleurs, oui. Un petit ricochet là-dessus, parce que c'est bien aussi qu'on sorte un petit peu des fois de la chasse, hein. J'ai plein de choses à vous dire là-dessus, mais on le voit bien, par exemple, l'Europe a voté le Green Deal. Bon, j'entends. Moi, je suis pas tout à fait contre non plus la restauration de la nature, mais pas à n'importe quel prix. Ce point-là, il est majeur. Parce que dans ce Green Deal qui a été voté, ils ont voté une décroissance agricole de 15%. Je rappelle quand même que dans un pays, il y a des gens, hein, pour la fin du mois, commence le 5, et comme disait Coluche, c'est quand même pas rigolo tous les jours en ce moment. On a une crise qui est terrible. On prend de la décroissance. Et pourquoi on prend de la décroissance? Parce qu'on a des accords internationaux qui nous obligent à importer des produits similaires à ce qu'on produit en Europe aujourd'hui parce qu'on achète d'autres choses en dehors. Le bon exemple, c'est le Chili. Le Chili, il a le lithium. Nous, on décide en 2035 de rouler qu'avec des voitures électriques, ce qui est une idiotie écologique monumentale et irréalisable socialement et économiquement pour l'Europe. OK. Si je suis là-bas, je peux dire, je vais me battre contre ça. Bon. Donc, on doit acheter du lithium. Très bien, le Chili dit un cas internationaux. OK, d'accord. Vous voulez du lithium? Ah oui, il n'y a pas beaucoup de monde qui en a. Moi, j'en ai. Super. Eh oui, mais moi, j'ai du vin. Le Chili dit, j'ai du vin, j'ai du bœuf et j'ai du poulet. J'en fais quoi? Ouais. Bah oui. Ouais. Donc, par exemple, là, et c'est là où on ne se rend pas compte de l'impact que peut avoir l'écologie dans votre pouvoir d'achat de tous les jours, hein, dans le panier de la ménagère, on va dire comme ça, ou sur vos comptes en banque. Et ben donc, pour faire ça, l'Europe décide la décroissance. Je la fais courte, vous avez vu? J'étais en Gironde il y a quelques semaines. On est en train d'arracher des centaines d'hectares de vignes en plein Saint-Émilion. L'Europe paye et défraie largement les viticulteurs pour arracher des hectares de vignes. On demande, vous avez vu ce qui a été demandé il y a 3 semaines aux Irlandais, de réduire de plusieurs dizaines de millions de têtes le cheptel de bovins en Irlande. Pour faire de la place, justement, le Chili a négocié 50 000 tonnes par an, effectivement, de bovins en entrant sur l'Europe pour accepter de vendre son lithium.
Donc là, il y a un moment, ça va pas. C'est là où l'écologie punitive, où il n'y a plus de cadre, où il n'y a plus de gens qui réfléchissent, où qu'on est juste dans l'idéologie et le dogme, c'est mortel pour nous tous. C'est peut-être la fin de la chasse, mais c'est aussi peut-être la fin de la vie tout court comme on l'entend. Voilà. Ça, on ne doit pas l'accepter. On ne peut pas détruire une production agricole locale parce qu'on doit acheter des kilos de bœuf et des kilos de poulet au Chili et puis des animaux qui seront produits dans des conditions les plus effroyables. Ici, quand même, on a les yeux dessus. Hein. Ce que vous achetez à la ferme du coin, vous le voyez. Alors, il y a peut-être des fois des choses à améliorer, calmement, intelligemment, en réfléchissant, tout ça, on le comprend. Là-bas, vous allez avoir des animaux qui sont élevés dans des conditions catastrophiques. On dira rien au nom de l'écologie, parce qu'il faut du lithium, parce qu'on a décidé de mettre des batteries de roues à l'électrique. C'est de la folie furieuse. C'est important que tu nous dises des choses comme ça, parce que c'est vrai que c'est des choses, souvent on le sait pas, mais des fois tu as des tractations, des enjeux politiques, des échanges qui sont démentiels, et puis quand tu vois la pression qu'on a des fois sur l'écologie, et puis des fois les décisions qui sont prises et qui n'ont rien à voir, mais qui par contre ont des conséquences gigantesques sur l'écologie, c'est vrai que c'est choquant. Oui, je vais pas trop tarder, j'ai juste des gens qui me posent des questions, beaucoup sur une manifestation, alors... personnellement, j'aurais l'impression, est-ce que tu comptes refaire une manifestation Moi, je trouve que la meilleure façon de manifester aujourd'hui, on l'a là, c'est d'aller Ouais. voter. Je ne sais pas ce que tu vas répondre sur ce point-là, mais Ah oui, d'abord, vous le savez, j'ai toujours été un peu, je vais pas dire dubitatif, mais prudent sur la manifestation. Toutes celles auxquelles j'ai participé, faut être honnête, mes amis, ça n'a pas amené grand-chose. Ça soulage, même des fois ça libère un peu, je l'entends, mais faut reconnaître quand même qu'il n'y a pas grand-chose au bout du bout aujourd'hui. Qui plus est, quand on a un problème juridique. Voilà un vrai sujet de manifestation, par exemple, les chasses traditionnelles. Bon, je discute. Est-ce que je peux en vouloir à la France, c'est-à-dire au ministre qui a pris l'arrêté? Non, il a pris l'arrêté. Bon, j'en veux à qui? Au Conseil d'État, en partie oui, mais d'abord avant tout à l'Europe. Donc le bon endroit, si on doit manifester pour les chasses traditionnelles, ben, c'est rendez-vous à Bruxelles. Vous imaginez combien on sera là-bas? oui. Ça va pas. Je le sais bien que c'est compliqué. Puis motiver des gens à aller voter, c'est compliqué, mais motiver des gens à aller manifester. La dernière démonstration qu'on a voulu faire, il n'y a pas si longtemps que ça, on a fragmenté d'ailleurs la manifestation en plusieurs endroits parce qu'on a bien vu qu'elle ne prenait pas au niveau national. On s'est retrouvé grosso modo une centaine de milliers de personnes fragmentées dans nos régions respectives. Les Hauts-de-France, c'était Amiens. Ouais, c'était super, on était 20 000. Ouais. Est-ce qu'il y a de quoi faire cocorico en étant 20 000? Il y avait un chasseur sur presque 7, et il y a un chasseur sur presque 7 qui est venu à la manif. Ils sont où les 6 autres? Sur des sujets aussi importants. Mes amis, on est dans une période dramatique pour l'espèce humaine. On est dans une période où les gens se foutent de tout, même des fois les nôtres. Tout le monde voit midi à sa porte. Il y a une espèce de, voilà, de jalousie de l'autre, de violence, d'intolérance. Puis le mec du grand gibier dit bon, c'est moi, je suis pas concerné par le petit gibier, je m'en fous. Et le mec du petit gibier dit bah moi j'en ai rien à foutre du grand gibier. On est quand même dans une période où on a du mal à unir les gens. On a du mal à faire réfléchir les gens, mais ça, je peux vous dire qu'il y a des médias qui s'en chargent à votre place parce on avale un tel volume de choses inexactes dans une journée. Je le vois à chaque fois qu'on parle de chasse, d'ailleurs. Et quand vous êtes à la chasse et que c'est vous et que ça vous touche, combien de gens disent c'est scandaleux, ils ont dit des conneries. Ben, si vous dites-vous bien que quand ils parlent de chasse, ils disent des conneries parce que vous connaissez la réponse, pourquoi voudriez-vous qu'ils en disent pas dans le reste? Moi, c'est toujours quelque chose qui m'interpelle. Je suis pas complotiste, mais je me pose un peu de questions quand même. Quand j'entends des fois les montagnes de conneries qu'on peut raconter sur la chasse, je me dis, mais est-ce qu'ils sont doués dans le reste? Est-ce que dans le fond, est-ce que dans le reste, il n'y a pas des choses qui sont totalement erronées, inexactes, voire mensongères? Donc, effectivement, ça, c'est un vrai problème. Moi, je pense que le seul message, parce que même encore si la manif marche, vous avez vu, il y a des gens qui ont manifesté avant nous, regardez le monde agricole, qui est un jour dur, très dur. La LOA, loi d'orientation agricole, qui sort, qui est proposée, elle a déjà été nettoyée aux 3/4 par le Conseil d'État d'entrée sur toute la question environnementale. À travers, le gouvernement dit je peux rien faire, c'est le Conseil d'État, c'est les lois européennes. Vous l'avez vu, hein, vous l'avez peut-être pas tous vu, mais regardez. Qu'est-ce qui reste? Le saupoudrage financier, bah oui, mais bon, les caisses sont vides, ça va être compliqué. Les mecs, ils ont fait quand même un truc d'enfer pendant 15 jours, ils peuvent tout recommencer.
Ils peuvent tout recommencer. Ça veut dire qu'on peut aller autant qu'on veut dans la rue aujourd'hui. Le seul bon message et le seul vrai message qui fait peur à la fois aux politiques, qui fait peur aux technocrates, aux bureaucrates, à cette administration européenne qui pourrit nos vies d'un bout à l'autre, c'est ce qui sort des urnes. Ça leur fout la trouille. Le reste, ils rigolent. La manif, elle passe jamais près de chez eux. Faut pas vous inquiéter, ils s'en foutent complètement. Par contre, si on commence à s'énerver, à dire on prend les choses en main nous-mêmes et on sort des choses des urnes qui sont pas tout à fait comme ils ont prévu, ça les inquiète. Ça leur donne des nuits blanches et des difficultés le soir à trouver le sommeil. Oui, là, ils ont peur. Donc, c'est ça qu'il faut faire. C'est bien plus fort aujourd'hui d'avoir un résultat aux européennes comme il se doit, que de faire une manifestation en France pour la chasse. Il n'y a aucun problème. Ça, je peux vous le garantir à 100%. Bah écoute, Willy, c'était une superbe transition, conclusion, puisque c'était une question qui a été posée, et encore une fois, tu le prouves que pour toi, la plus belle façon de manifester, c'est manifester par l'urne. Je trouve que c'est une belle conclusion, parce qu'on a toujours tous envie de beaucoup de choses, beaucoup envie de se faire entendre, et c'est vrai qu'il faut surtout pas sous-estimer celle-là, et cette importance du coup de la solidarité, comme tu le disais, pour en revenir aux chiffres, 1 million. Il y a les choix individuels, les choix politiques, pour la plupart, pourront et sont menés par des gens qui ont déjà une majorité. Ça changera pas grand-chose. C'est vrai que le combat pour nos idéaux, nos façons de vivre en France qui sont vraiment menacés, je pense que ça peut effectivement regrouper, et je le souhaite sincèrement. J'espère que tu vas continuer dans ce sens-là. Il y en a qui ont réagi aussi en disant c'est vrai que tu prêches des convaincus, puisque là on est dans le milieu rural et on est dans la chasse, et ce sera peut-être ton mot de la fin, si tu prévoyais d'élargir un petit peu ton audimat ou tes interventions autres que justement dans ceux extrêmement bah voilà, pas enfermé, comment je pourrais dire, pas restreint non plus, mais voilà, très orienté chasse-pêche. Est-ce que tu as prévu d'autres Mais moi, je demande pas mieux. J'ai des idées sur tout. On a un programme qui tient la route. On n'est pas plus bête que la moyenne. Et je peux vous dire, on a même une grosse expérience de terrain, contrairement à beaucoup de gens qui doivent réfléchir longtemps pour trouver les choses évidentes et le bon sens. Nous, on l'a naturellement parce qu'on vit dedans tous les jours. Donc, les problèmes, on les connaît mieux que personne. J'espère enfin pouvoir aller m'exprimer un petit peu sur les médias nationaux. Bon, on est complètement blackboulé aujourd'hui dans tout. Voilà, ou quand on a une possibilité, c'est vraiment qu'ils n'ont pas de solution et qu'il faut boucler 3 ou 4 minutes, comme j'ai vécu hier un peu déçu, d'ailleurs, il faut le dire, d'arriver comme un cheveu sur la soupe. J'espère, parce qu'on va rentrer dans les 15 derniers jours dans le temps de parole partagé. Donc là, ils vont être obligés de nous demander d'y aller. Oui. Donc, je peux vous dire que je me gênerai pas pour y aller, je ne me gênerai pas pour dire ce que j'ai à leur dire. Voilà. Allez, on va devoir conclure. Je suis désolé. Non, mais c'était prévu comme ça, oui, c'est parfait. C'était prévu comme ça, on avait dit. J'ai jamais rien lâché. J'y crois parce que c'est ma passion. Moi, je le fais pour mes enfants. Je suis pas encore grand-père, mais ce sera un grand moment de bonheur le jour où ça arrivera. Et si je peux transmettre à mon petit-fils ou ma petite-fille tout ce qui a fait ma vie et tout le bonheur que j'ai eu à vivre dans ce monde rural et à construire mon existence autour de celui-ci, et j'espère qu'on pourra le faire tous, effectivement, dans nos familles, avec notre descendance ou parfois avec nos amis. Voilà, je le redis, on a un moment crucial, on est à la croisée des chemins. Il faut faire quelque chose. Si on fait rien, je crains que, malheureusement, l'avenir sera très sombre. Il sera peut-être pas facile, même si on réussit, mais si on réussit pas, ça c'est sûr, ça va être catastrophique. Donc, s'il vous plaît, prêchez la bonne parole, allez voter le 9 juin dans ce rural et surtout faites voter tous les gens autour de vous. Voilà. Et comme l'a dit Feliu, il n'y a pas de problème. Le 10, si vous voulez revenir sur une séquence plutôt franco-française, si vous voulez, retrouver, on va dire, votre parti politique naturel une fois dans votre vie. Une fois. Votez au moins pour ce qu'on défend là ensemble aujourd'hui. Ce sera très important. Vous pouvez pas faire sans. Vous en avez besoin. C'est un équilibre, un mode de vie. Oui, il y a le pouvoir d'achat. Oui, il y a des problématiques et des problèmes, oui. Mais il y a aussi ces petits moments de bonheur. Vous savez, ces petits trucs là qui font la vie, là, ce petit piquant là sans lequel on n'arrive pas à survivre et on n'arrive plus à vivre. Eh ben, on en a besoin. Et si on m'enlève ça, moi, vous pouvez me donner tous les millions de la terre dans ma poche. Je suis désolé. Si j'ai pas ces petits moments de bonheur là qui font mon existence, je serais tellement malheureux que je serais peut-être même obligé de partir ailleurs pour essayer de retrouver un petit bout de liberté et un petit bout de bonheur comme je l'ai vécu et comme j'aimerais pouvoir le partager un jour
avec mes petits-enfants. Voilà, mon Je te le Filiou. souhaite, je te le souhaite, Et on Philippe, je se nous le souhaite. souhaite à tous et aujourd'hui t'as fait enfin, j'espère que tu auras plein d'autres choses à faire évidemment, mais tu as fait ce qu'il fallait. J'espère que ce live aura eu quelques échos auprès de ceux qui, en tout cas, n'avaient peut-être pas mesuré l'importance et les enjeux à venir pour notre passion. J'espère que tu seras entendu. Je te souhaite bonne route puisque tu vas en faire beaucoup de la route. Et merci encore de ton temps. Remercie aussi à tous les abonnés qui sont venus Ouais, merci nombreux à tous. et qui ont posé plein de questions, qui ont été passionnés, respectueux. Et écoute, merci encore, bon courage. Et puis, ma foi, on sait ce qu'il nous reste à faire. Allez, un grand merci, Foliou. À Et vive bientôt. la Cheval. À bientôt. À Merci. bientôt.